Mesdames, Messieurs, bonjour et surtout merci d'être encore en direct sur Info TV. Nous sommes dimanche, il est pratiquement 11h30. C'est l'heure de votre grand débat de la semaine, libre expression. Durant 2 heures de temps, ils seront politologues, ils seront analystes politiques, ils seront avocats au barreau du Cameroun, ils seront tout simplement acteurs de la société civile pour croiser le verbe. Et pour croiser ce verbe, 2 sujets nous ont marqués tout au long de cette semaine qui s'achève. Tout d'abord, nous irons du côté de Douala où le tribunal administratif vient de dire le droit au sujet de ce que l'on appelait déjà au Cameroun affaire d'Ikolo de Bali. Il s'agit de cette affaire qui avait vu tout simplement des terres de certains autochtones aller en fumée. Le tribunal administratif vient de rétablir l'ordre en donnant tout simplement raison aux populations Sawa. Comment comprendre cette décision de justice et que faut-il faire pour l'indemnisation ou alors le dédommagement de ces populations qui ont tout simplement été jetées dans la rue? En deuxième partie de ce programme, si vous en avez convenance, nous marquerons un arrêt pour une 3e semaine consécutive pour parler une fois de plus des discours de haine et des replis identitaires. Et nous ferons encore suite à ces événements qui se sont déroulés du côté de Saint-Milima où 2 communautés se sont affrontées, la communauté Boulou et la communauté Bamoun. Comment expliquer cet enracinement plus que jamais des discours de haine et certains replis identitaires au Cameroun? Quel regard posez-vous sur les réseaux sociaux qui alimentent au quotidien cet aspect des choses dans notre République? Avez-vous l'impression que l'ordre gouvernant a suffisamment pris le taureau par les cornes? Voilà les 2 sujets qui nous intéresseront justement ce matin. Nous ferons justement ce pourquoi nous sommes payés, c'est-à-dire vous donner l'information, rien que l'information et toute l'information. Merci d'être en direct sur Info TV. Le programme, c'est libre expression. On commence par accueillir ces invités qui répondent déjà présents ce dimanche. Docteur Daniel, Maître Daniel Bikaï, bonjour. Bonjour, parfait. Comment vous allez, Maître? Je vais bien. Je souligne que vous êtes avocat au barreau du Cameroun. Oui. Votre expertise dans le cadre des 2 sujets inscrits à l'ordre du jour nous sera d'un précieux apport. Merci de m'inviter et j'ai essayé autant que faire se peut d'apporter le maximum d'éclairage possible sur chacun des sujets. Merci beaucoup. En face de vous, nous accueillons M. Tayo Kamge. Bonjour Tayo Kamge. Merci, merci de nous avoir invités sur votre plateau une fois de plus. C'est vrai, cette fois-ci c'est un dimanche et qu'en général c'est dans la semaine. Nous sommes très heureux et très contents d'être là et de pouvoir échanger sur 2 sujets qui me semblent importants pour le Cameroun. Tayo Kamge aborde plusieurs casquettes. Il est chef d'entreprise, il est promoteur de médias, il est également analyste socio-politique, mais également avec une forte propension pour le panafricanisme. Merci d'être là ce matin. Merci de nous présenter comme cela. Ça fait toujours plaisir, même si nous ne sommes pas toujours à la hauteur du prestige que vous avez mis dans... C'est pourtant la vérité. Merci pour... Merci Tayo Kamge d'être là. En face de vous, nous accueillons Willy Menge. Willy Menge, bonjour. Bonjour Monsieur Aïssi. Bonjour aux co-discutants de ce dimanche. Bonjour à vos millions de téléspectateurs. Ici et d'ailleurs, c'est-à-dire hors des frontières du Cameroun. Vous savez que vous êtes suivis beaucoup plus à l'extérieur et nous avons souvent des retours allant dans ce sens. Merci. Quand Info TV prend de l'ascendance et puis à travers la qualité de vos émissions et de vos intervenants et surtout le caractère de plus en plus neutre que nous observons parce que vous savez que vous êtes bien suivis et avec... beaucoup de particularités. Donc, à tous ces téléspectateurs d'ici et d'ailleurs, je dis bonjour. Je dis notre bonjour, c'est celui adressé à mes amis politiques dans le cadre du mouvement pour la restauration du Cameroun MRC et qui ont bien
pris part au défilé dans différentes villes, sauf dans la ville de Samalima, où malheureusement le MRC a été chassé des rangs par les autorités, disons-le ainsi, et nous attendons toujours les explications allant dans ce sens. Donc vivement que ce dimanche... Vous dites que le MRC a été chassé des rangs. À Samalima. Et pour quelle raison? C'est la raison que les autorités doivent fournir, puisque les rangs avaient été constitués. Le MRC Vous n'avez pas été préalablement enregistré? Non, nous avons été enregistrés. Il faut pas... ce n'est pas que Assemblée qu'on ne peut ne pas avoir été enregistré. Dans toutes les villes, on a été enregistrés, on a annoncé, on a suivi la procédure administrative. Mais à la dernière minute, les gens étant déjà formés à Assemblée, il y a un commissaire qui est arrivé. Il dit d'abord qu'il veut vérifier si c'est vraiment les militants. Et finalement, on écarte le MSC des rangs à Assemblée. Donc, le même Samalima dont on va discuter aujourd'hui. Donc c'est pour dire que c'est des situations qu'il faut regretter. Il ne faut pas que la démocratie sonne en haut, en hauteur, alors qu'en dessous, il y a encore quelques brebis galeuses dans l'administration qui ne voudraient pas que cette démocratie se développe. Donc je dis bonjour à tous ces militants du MRC et qui ne soient pas frustrés. Tout reviendra à l'ordre pour les prochaines sorties publiques dans le sud, parce qu'il y a d'ailleurs un meeting qui est prévu pour là-bas. Merci beaucoup. Est encore attendu sur ce plateau, tout en rappelant naturellement, je pense que les téléspectateurs l'ont bien soupçonné, Willy Meungue est homme politique, membre du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, le MRC, est donc encore attendu sur ce plateau. Monsieur Jack Nyemek Hans, il est le président national de la JDC, il s'agit là de la jeunesse de l'UPC, est également encore attendu le docteur Christian Désiré Mbesse, il est expert en relations internationales, politologue. Nous marquons le premier arrêt. Avant de marquer le premier arrêt, il faut dire également que dans une dizaine de minutes, nous serons en connexion avec Douala, où nous attend déjà Hervé Emmanuel Ocom, qui donnera son avis sur la situation de Dikolo Bali, du côté justement de la capitale économique du pays. À tout de suite pour la suite. Bon dimanche et à dimanche, Jean-Bruno et Fanganon nous a retrouvés sur ce plateau, monsieur Jack Nyemek Hans. Bonjour. Bonjour, je suis pas ici. Et bienvenue au programme. Merci. Je souligne que vous êtes homme politique également. Vous êtes de la jeunesse de l'Union des populations du Cameroun. Tout à fait. Merci. Nous allons prendre donc le premier débat inscrit à l'ordre du jour, tout en étant en étroite collaboration et connexion avec Douala, pour prendre dans quelques minutes Hervé Emmanuel Ocom qui nous attend déjà. Je commence par Maître Daniel Bikaï. Maître Daniel Bikaï, le premier sujet qui nous interpelle ce matin nous amène donc à Douala pour parler justement de la désormais affaire Dikolo Bali. Nous le disions tout à l'heure, notre éditorialiste l'a encore martelé il y a quelques minutes. Le tribunal administratif a dit le droit et a tout simplement annulé le décret d'expropriation pour cause d'utilité publique du domaine de Dikolo Bali. Votre réaction? Ma réaction serait une réaction de satisfaction. Pour une fois, chaque fois qu'une décision de justice que nous pensons juste est rendue par une juridiction camerounaise, nous pouvons être satisfaits et rassurés de ce que l'on peut véritablement faire et lire du droit. C'est la première réaction. Deuxième réaction, c'est la réaction de celui qui a à distance suivi ce dossier et qui sait que les avocats impliqués dans ce dossier se sont véritablement battus pour faire comprendre la réalité des faits, pour faire comprendre le texte qui devait être appliqué et pour parvenir à ces décisions qui remet les populations à l'état où elles devaient être. Malheureusement, il y a eu toutes ces destructions que nous Destruction avons, massive. destructions massives, sauvages, que nous On avons, parle de plus de 75 que nous familles. avons vécues. Et aujourd'hui, je sais que la grande interrogation, c'est celle de comment ces populations vont-elles rentrer dans leurs droits. On en parle d'ailleurs, c'est un aspect très important. Donc première réaction, première impression selon Maître Daniel Bikaï, réaction de satisfaction. Oui. La justice Le droit a été dit. Le droit a été dit.
Parce que cette affaire, depuis le début, n'a jamais été véritablement une situation d'expropriation pour cause d'utilité publique. Avez-vous l'impression qu'il y a eu une grosse mafia? Il y a eu un mensonge qui entrera dans l'histoire? Je préfère utiliser le terme de manquement grave de la part de l'administration. L'administration a été fautive à quel niveau? L'administration a tous les arguments, tous les moyens de vérifier toute proposition ou toute demande qui lui est faite. On ne peut pas, de manière aussi simpliste, penser que l'administration est admis qu'il puisse avoir une expropriation pour cause d'utilité publique sur la base d'un projet qui n'avait rien de public. Il s'agit d'un projet privé. Dès l'instant que c'est le projet privé, il est difficile de nous faire comprendre à nous autres que l'on peut partir d'un projet privé pour une expropriation pour cause d'utilité publique. Alors, cette administration qui a pourtant tous les leviers, qui a pourtant tous les indices, qui a pourtant toutes les mesures pour pouvoir contrôler, vérifier un certain nombre de faits, comment cette administration a pu être trompée ou alors elle s'est laissée tromper? L'administration, c'est une machine qui est gérée par des hommes qui ont leurs faiblesses, qui ont leurs tares, qui ont leurs manquements. Malheureusement, tous ces éléments pris ensemble contribuent à affaiblir l'importance de l'administration et impactent négativement sur les populations qui doivent pourtant attendre de l'administration protection et respect de leurs biens, de leurs propriétés. Très bien. À côté de vous, Willy Mengue, je vous passe également la parole. L'affaire avait fait grand bruit. Nous suivions d'ailleurs cette affaire avec grand intérêt. On a vu les populations du côté de Douala, du côté de Dikolo Bali, crier haut et fort qu'il s'agissait d'une injustice à ciel ouvert, mais rien n'a été fait. En beau matin, on est venu raser ces populations-là, ces maisons, tous ces avoirs, au nom justement de cette cause d'utilité publique. Près d'un an plus tard, le droit sévit et nous démontre qu'il n'en était rien. Comment en est-on arrivé là? Voilà. Nous sommes arrivés à cette situation malheureuse, comme nous arrivons aux mêmes situations similaires ici et là, dans le cadre de la gestion de la ressource foncière, que ce soit dans nos cités, que ce soit même en arrière-pays, où généralement les populations propriétaires, enfin les populations qui sont fixées sur un espace quelconque, se retrouvent du jour au lendemain en train d'être déguerpies de force, sans que toutes les procédures soient suivies. Moi, j'aimerais même dire qu'à la limite, même si les 5 hectares de Dikolo Bali étaient jugés d'utilité publique, je crois qu'il y a toute une procédure. Tout à fait. Voilà, l'acte de déguerpissement est constitué d'un préalable. Le préalable, c'est quoi? C'est qu'il faut procéder aux indemnisations, peut-être en nature, ou bien un recasement des populations. On parle de 75 familles. Tout à fait. 75 familles en pleine ville, sur 5 hectares. Ça veut dire, même si l'État a déclaré que c'est une zone d'utilité publique, il y a toute une procédure que l'État a prévue quand on va fouiller les procédures et les lois en matière de politique foncière. On ne se lève pas un beau matin, on arrive devant les gens, on dit on va vous déguerpir de force. C'est pour dire quoi? Quand vous regardez l'affaire Dikolo Bali, il y a 2 pendants très importants. Lesquels? Le premier, c'est l'aspect administratif. C'est-à-dire la préfectorale. La préfectorale est directement pointée du doigt. La préfectorale, c'est-à-dire le ministère de l'administration territoriale qui gère, qui a une compétence importante sur la gestion de la ressource foncière entre l'État et les populations. C'est-à-dire comment est-ce que cette procédure a pu être aboutie alors qu'elle est passée entre la préfectorale, que ce soit le préfet du Vori, que ce soit le gouverneur, que ce soit même à côté de la préfectorale les services compétents du ministère du domaine et du cadastre. Vous voyez que l'État avait le dossier en main. Et c'est l'État qui décide qu'une parcelle de terrain est d'utilité publique. Pourquoi ne pas avoir fait le contour? Là, automatiquement, on comprend pourquoi
lorsque il y a un rapport de la CONAC qui est sorti il y a 2 ou 3 mois, la CONAC a été claire au regard du traitement de la gestion de la ressource foncière concernant la préfectorat. C'est-à-dire, la CONAC a complètement exposé les gouverneurs et les préfets, y compris les sous-préfets, leur implication n'était pas du tout orthodoxe dans la gestion de la ressource foncière. C'est-à-dire ces déguerpissements, ces expropriations à tort et à travers. Il était peut-être normal qu'en ce moment-là, le ministre d'administration territoriale se saisisse de ses services pour remettre de l'ordre. Parce que quand on arrive à exproprier 75 personnes, 75 familles sur 5 hectares de terrain, et que par la suite, le droit nous fait comprendre que ce n'est pas cela. Et que l'État s'était saisi du dossier. Vous comprenez qu'il y a beaucoup de lourdeur. Il y a beaucoup à corriger dans la relation administration territoriale et population au regard de la ressource foncière. Quand on va parler de cela, il faut pousser l'analyse un peu loin. C'est que nous devons comprendre, l'État doit comprendre que la ville de Douala aujourd'hui, parce qu'il faut aller un peu plus loin, la ville de Douala aujourd'hui est une ville qui a beaucoup de problèmes en matière de gestion de la ressource foncière. Parce que la ville de Douala, elle seule occupe au moins 4 fonctions d'une ville. Et ça fait des grandes bousculades. Douala, c'est la ville portuaire. Douala, c'est notre ville industrielle essentielle. C'est la ville financière. Vous voyez qu'il y a beaucoup de pression. Il y a plusieurs enjeux. Il y a plusieurs enjeux sur la gestion de la ressource foncière. Il faut penser à un désengorgement de la ville de Douala pour que les populations propriétaires de certaines ressources foncières, qu'elles soient autochtones ou pas, puissent avoir moins de pression. Parce qu'il y a beaucoup de pression. Et ces pressions-là peuvent de temps en temps même induire l'autorité administrative en erreur. Et on sait qu'il y a le levier de la corruption. Vous avez suivi tout à l'heure que l'administration est gérée par les hommes. Il y a le levier de la corruption. Ils peuvent avoir beaucoup de pression parce que la ressource foncière devient un problème important au niveau de la ville de Douala. Il faut donc penser à la décongestionner. C'est-à-dire, elle peut rester une ville portière étant pour moi, mais pas forcément industrielle. Ça fait que les problèmes de terrain, les problèmes fonciers, on peut aller le voir. On peut peut-être créer d'autres villes pour résoudre ce genre de problèmes ailleurs. Et ça fait moins de pression au niveau de la ressource foncière. Merci pour votre premier jet. Tayo Kamge, vous avez suivi les précédents intervenants. Le rôle de l'administration revient de manière répétitive dans le cadre justement de cette affaire d'Ikolo. Alors, à votre niveau, quel est le regard que vous posez justement sur ces autorités administratives qui ont géré le dossier d'Ikolo du côté de Douala? Le problème, effectivement, ils ont parlé de l'administration, mais il faut dire que l'administration camerounaise ou l'État du Cameroun est déjà en lui-même un problème. Ah bon? Oui, parce que, voyez-vous, on dit que les terres appartiennent aux premiers habitants. Il se trouve que les premiers habitants du Cameroun ne sont pas, n'est-ce pas, ce n'est pas l'État du Cameroun. Ce sont d'abord des personnes ordinaires qui ont occupé ce terrain-là. Et donc qui, de droit, dont ce terrain leur appartient de droit. Il se trouve qu'avec l'administration coloniale et l'administration camerounaise qui va arriver par la suite, on a trouvé bon de dire que l'État appartient, comment les terres appartiennent. Toutes les terres appartiennent à l'État. Non, c'est une incongruité, c'est un vol. Vous ne pouvez pas dire que c'est pas sérieux. Non, c'est pas sérieux. Je ne peux pas être légitimement propriétaire de mes terres et du jour au lendemain, on vient me dire l'État, n'est-ce pas, est le propriétaire de ma terre. Non, ça ne se peut pas. Donc déjà là, il y a un premier problème qui se pose. On s'est arrangé par des arguments juridiques et par la force pour donner des choses à l'État. Il se trouve que l'État lui-même n'est pas suffisamment constitué, n'a pas suffisamment d'outils puisque lui-même il est en phase de construction pour pouvoir établir des règles et des manières de faire qui font à ce que chaque chose soit à sa place. L'État lui-même court après. Quand vous voyez une ville, Yaoundé ou Douala, vous voyez bien que l'État lui-même court pour arriver après les populations, parce qu'effectivement les gens s'installent et ça peut qu'on tire à l'eau, on tire la lumière, l'État lui-même court après
Vous voyez, donc, parce qu'il ne précède pas. L'État au Cameroun ne précède pas les Camerounais. Il vient après les Camerounais. Donc, il vient dans des bagages avec avec un personnel qui très souvent, je ne veux pas dire n'est pas qualifié, est souvent très qualifié, mais très souvent a des intérêts personnels qui n'ont rien à voir avec l'État. Des intérêts égoïstes. Les gens se servent de l'État pour parvenir à leur propre fin. Ça veut dire que quand vous avez vu dans ce dossier, on nous dit que c'était pour un projet privé. Donc les gens se sont servis de l'État, les gens prennent l'État comme un projet privé a pu finalement être présenté comme étant un projet d'utilité publique, pour cause d'utilité publique. C'est là où vous comprenez pourquoi on dit que le Cameroun c'est un continent. Parce qu'il n'y a que des choses qui ne peuvent qu'avoir lieu qu'au Cameroun. Ça ne peut pas avoir lieu ailleurs, où les gens instrumentalisent l'État en fonction de leurs intérêts. C'est comme si l'État était un objet, un outil, dans la main de chaque personne, en fonction de ses intérêts. Il a besoin de l'État, n'est-ce pas? Et quand ça ne va pas, il n'a plus besoin de l'État. À ce moment-là, il dit qu'il vous parle, il a un discours pour revenir au sujet qui va prendre par la suite, il va prendre la casquette de communautaire, et quand c'est bon, mon frère dans la communauté, il dit non, nous sommes avec l'État. Ouais, non, il y a ce jeu-là. Donc, l'État n'est pas suffisamment institué, suffisamment établi dans nos schèmes tels que nous puissions, indépendamment de la présence de quelqu'un, d'une autorité, ou d'agir, n'est-ce pas, quand il nous revient d'être en position de représenter l'État, d'agir de manière, j'allais dire, honnête et conforme. Non, l'État n'est pas suffisamment stable, chacun utilise l'État en fonction. Donc, ça veut dire que l'État n'est pas suffisamment assis dans nos têtes et dans nos consciences et dans lui-même, quoi. Donc, du coup, il peut y avoir que dans l'administration camerounaise, il y a des personnes qui utilisent l'État à leur fin. Merci beaucoup, Monsieur Njek Nyemek Hans, vous qui êtes de l'UPC, comment appréhendez-vous cette affaire de Dikolo Bali à Douala lorsqu'on écoute ce qui est dit et lorsqu'on voit finalement ces décisions du tribunal administratif qui a été rendu public jeudi dernier, on se rend effectivement compte qu'il y a eu beaucoup de manipulation dans la gestion de cette affaire. L'UPC est dans la joie parce que voir des populations, 75 familles déguerpies d'une manière comme ça a été à Douala, ça fait mal. Je ne sais par quelle méthode l'administration avait procédé pour déguerpir 75 familles. 75 familles, ça fait peut-être en moyenne 5 par famille, c'est lourd. Ce sont des milliers de personnes. Des milliers de personnes, c'est lourd. Et quand vous voyez la construction du projet... Et des personnes qui étaient installées depuis au moins 1930. Voilà. Quand vous voyez même le projet en question, je ne sais pas pourquoi les gens s'obstinent à imposer ce genre de projet à la métropole même. Douala, c'est une ville qui doit être ouverte, comme monsieur l'a dit tout à l'heure. Il y a l'axe Yabassi, Vérédé et tout et tout. C'est un projet qui mérite même les extrémités pour tirer la ville. Mais prendre le courage, sachant que le projet est d'une personne, utiliser le nom de l'État pour déguerpir des milliers de personnes qui sont installées là des années, vraiment, ça fait mal. Et voir aujourd'hui que la justice a prononcé le droit, on ne peut être que dans la joie. Tout Camerounais qui a vu ces populations pleurer. Mais la grande question, c'est que ces populations sont où? Avant d'arriver à ces populations, sont où? Nous allons répondre à cette question. Nous avons d'ailleurs l'expertise d'un avocat sur le plateau. Moi, j'aimerais qu'on aille un peu plus en profondeur. Est-ce qu'on devrait... Bon, la décision de justice a été rendue. On dit basta, la vie continue. Est-ce qu'on ne devrait pas quand même revenir en arrière pour interroger l'autorité administrative qui a géré ce dossier? Est-ce que l'autorité peut convaincre le tribunal que elle a été flouée, ou alors cette autorité a été complice de ce qui est arrivé à Dikolo? Est-ce qu'on ne devrait pas tirer les leçons? Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui devrait payer pour ce qui est arrivé à Dikolo? Monsieur Pafal, ici, le Oui. voisin vous a dit tout à l'heure, les gens utilisent l'État. Quand vous voyez cette affaire, vous constatez que certaines personnes égoïstes utilisent l'État. Parce que je ne comprends pas comment une personne a son projet, il utilise l'administration pour aller détruire ces populations. Et vous venez maintenant, le droit reconstitue ou bien restitue les droits aux populations. Et
le retour sera quoi? On va faire encore quoi? Une commission d'enquête qui sera encore manipulée peut-être pour avoir des rapports de la commission d'enquête. Ça sera encore autre chose. Le problème est que je pense que les avocats qui ont accompagné ces familles pour que le droit soit prononcé doivent continuer le travail. Merci beaucoup. Maître, le deuxième volet de cette question de Dikolo concerne justement les populations qui viennent d'avoir gain de cause. Nous sommes là en droit. Elles ont été illégalement déguerpies. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Avant de revoir à cette question, je voulais rappeler quand même une chose. Allons-y. L'État n'est propriétaire que lorsque l'État a un titre foncier à son nom. Ah bon? L'État n'est propriétaire en matière foncière que lorsqu'il est propriétaire d'un titre foncier à son nom. Mais de manière régulière, nous entendons toujours comme les aides que toutes les terres appartiennent à l'État. C'est un abus de langage. Et ça, c'est extrêmement grave. Le domaine national n'est pas la propriété de l'État. Je dis bien domaine national, donc ça appartient à la nation tout entière. Et quand on lit l'ordonnance qui porte régime foncier au Cameroun, on y trouve des expressions suffisamment compréhensives. On parle de collectivité coutumière établie. Ça veut dire qu'on sait qu'il y a des gens qui sont établis sur des domaines fonciers depuis des lustres. Mais parce que ces domaines ne font pas l'objet d'une immatriculation, on parle de domaine national. Vous comprenez un peu? Oui. Pas de domaine national. L'immatriculation affecte la propriété à une personne bien déterminée. Sauf que notre système foncier, c'est pour ça que je suis beaucoup de commentaires, mérite une véritable refondation. Parce que c'est assez compliqué de comprendre que des gens qui sont établis depuis des lustres sur les terres doivent subir une procédure parfois coûteuse pour avoir le titre foncier de leur terrain où ils sont établis depuis leurs ancêtres. C'est assez incompréhensible. Donc, une des raisons qui nécessite la relecture du domaine foncier au Cameroun, c'est celle-là. Revenons donc à la question. Oui. Je pense que je vais emprunter un peu à l'observation qui a été faite tout à l'heure par mon frère en face. Il n'y a pas besoin d'une commission pour savoir qui a posé les actes. Nous sommes dans un domaine qui est suffisamment outillé. C'est un sujet qui se traite sur la base des documents. La chaîne est bien établie. Sur la base des documents. Dès le départ, on peut savoir qui a fait quoi. Posé quoi. C'est très simple, c'est très facile. Donc, les responsabilités ne sont pas difficiles à établir. Si, après ces décisions, l'administration prend le courage de reconnaître ses fautes, parce qu'il y en a plusieurs, elle peut suggérer une procédure d'indemnisation. Elle peut suggérer aux populations. Mais si la personne ne le fait pas, la loi, les textes et les procédures permettent aux populations de saisir qui de droit pour l'indemnisation. C'est vrai, c'est une procédure qui va nécessiter la saisine du ministre en charge des domaines. S'il ne répond pas, on va aller voir le tribunal administratif, ainsi de suite. Mais nous savons que l'indemnisation doit être faite. Une famille qui a été illégalement déguerpie, c'est normal qu'elle puisse rentrer dans ses droits. Donc il y a un travail. La commission peut-être, à ce moment, peut parler d'évaluation des dégâts par famille pour savoir quel est le montant chiffré qu'on mettra sur la table au moment de discussion. Mais il y a obligation d'indemnisation des populations illégalement déguerpies. Et que doit-on faire de l'autorité administrative qui a géré le dossier? Ces responsables doivent être sanctionnés aussi? Leur hiérarchie doit prendre des responsabilités qui s'imposent. Parce que j'ai dit, il y a eu des manquements graves et je vais aller plus loin, inadmissibles. Il y a des manquements inadmissibles et les personnes qui se sont permises de se retrouver dans ces manquements doivent être sanctionnées. Il faut que la sanction ait lieu et que cela serve de leçon. Et je dis, le domaine foncier au Cameroun mérite un toilettage, non seulement par rapport au texte, mais par rapport aux hommes. Très bien, c'est compris. Ce qui compris. se passe dans ce ministère fait peur.
On en reparle tout à l'heure. Hein. Taïou Kamge voulait absolument réagir tout à l'heure. Non, je voulais dire la première, je vais avoir fini par ce dont il a rebondi sur ce qu'il a dit en la fin. Oui. En ce qui concerne les responsabilités. Mais la première responsabilité n'est même pas à chercher. C'est le ministre. Dans ce genre de choses, n'est-ce pas, c'est le patron de l'armée, dans le cadre d'une armée, n'est-ce pas, ou le patron d'un secteur qui doit déposer le tablier. Ce n'est pas méchant, mais dire qu'un manquement aussi grave sous votre responsabilité, on vous prend. On vous demande de partir, ou vous-même, vous devez partir. Maintenant, il doit y avoir des chefs en cascade, n'est-ce pas, des responsabilités à chaque échelon. Chaque personne qui a été incriminée doit rendre compte ou doit rendre gorge par rapport à ce qui a... Vous pensez logiquement, voilà ce qui va se passer. Le Cameroun va dédommager, n'est-ce pas, ou va payer ces personnes qui étaient injustement déguerpies. Mais cet argent-là vient des impôts. Donc vous avez des fonctionnaires qui font des fautes et nous on vient nous pensionner pour aller payer leurs erreurs. Mais il y a un problème. Il faut qu'ils commencent d'abord par payer eux-mêmes. Avant que nous ne venions, n'est-ce pas, dire, il y a une responsabilité, après tout, elle est collective, et donc, de toutes les façons, nous devons... Mais ces personnes-là, imaginez, demain, on vient vous pensionner, de toutes les façons, c'est ce qui va se passer. On va pensionner les salaires, on va pensionner tout le monde pour payer, pour avoir... Pour dédommager les populations. Pour dédommager ces personnes-là. Or, ces personnes-là, elles sont encore en activité, donc elles continuent à gaffer au quotidien, et l'État continue à payer. Quand je ne sais que je parle un peu sous l'ordre du contrôle de maître, il y a plein de dossiers, n'est-ce pas, au Cameroun, où, du fait de l'incompétence de certains fonctionnaires, l'État perd des procès, l'État a gaffé, et les gens sont calmes. Et c'est la communauté entière qui vient payer les gaffes de quelqu'un d'autre. Non, à un moment, il faut arrêter. Et bon, je terminerai à une chose. Oui. En ce qui concerne, parce qu'effectivement, il a dit qu'il faudrait revoir cette chose, enfin, la procédure d'établissement du titre foncier pour les populations. Mais c'est véritablement une aberration que vous soyez sur vos terres, quelqu'un vient vous dire, non, on passe à l'État du Cameroun, et ok, vous acceptez le principe de l'État, et pour avoir vos propres terres, vous devez, pour avoir que le titre foncier vous soit donné, vous devez payer, vous devez justifier des millions pour ce qui vous appartient. Mais non, c'est une incongruité. Et c'est une procédure très longue. C'est très long. Et quand vous voyez les populations, les procédure est longue et coûteuse. Les populations villageoises, où vont-elles prendre cet argent pour pouvoir justifier? Donc, du coup, il y a les accaparements des terres qui se présentent, n'est-ce pas? Quand vous arrivez, on dit, vous savez, puisque ça n'a pas été exploité, ça n'a pas été mis en valeur, donc forcément, on prend vos terres et non, mais attendez, il y a un problème qui ne va pas. Ça, c'est pas du domaine du normal. Merci, ce n'est pas du domaine du normal. Nous parlons là du cas d'Edi Kolo à Douala. Il y a quelques jours, je recevais encore un monsieur, le chef de l'ESOA, qui venait également défendre les invents de Yaoundé, qui ont également vu leur terre aller en fumée. Occupée en partie aujourd'hui par le ministère de la Défense et une partie par l'Église catholique. Tout à fait. C'est le même problème, c'est-à-dire que l'administration coloniale a œuvré à une spoliation des populations autochtones par rapport à leurs terres, sans organiser une contrepartie conséquente. Ils se sont vus arracher les terres pratiquement, pour certains, pas pour tout le monde, pour certains ils se sont vus arracher les terres. Dans d'autres cas, certains chefs coutumiers étaient de mèche avec l'administration. Tout à fait. Ils ont trompé leurs cousins et autres. Mais ils sont vus arracher les terres et ils n'ont eu que leur jeu pour pleurer, puisque plusieurs années après, ils sont toujours là. Ils n'ont rien. Rien. Ni la compensation, ni les terres. Et parfois, on a une situation où toutes ces terres n'ont pas été occupées, mais ils ne peuvent pas avoir accès à la partie qui n'a pas été occupée. On leur dit non, ça reste pour l'État. L'administration. On a connu une évolution au niveau de la présence, au niveau des Toudis, où on a constaté que tout n'a pas été utilisé pour le palais d'unité. Il y a eu des rétrocessions. Il y a des rétrocessions au niveau des Pour Toudis. le cas justement des invents, au niveau de Yaoundé, Dongwa et Kele, ainsi de suite, les terres avaient été données à l'État et il y a eu un surplus
C'est-à-dire que, et c'est ce surplus que les invents réclament. Et ils ont même eu gain de cause par la commission qui avait été mise sur pied, mais certaines personnalités freinent des cartes au fer. Tout à fait. D'accord. Si je passe la parole à Willy Menga. Willy Menga, on parle du foncier au Cameroun. De plus en plus, n'avez-vous pas l'impression que l'affaire est de plus en plus sérieuse au Cameroun? Que faut-il faire? Bien sûr, la réforme foncière est une nécessité pour établir les équilibres entre les besoins fonciers de l'État, les besoins fonciers des populations, les besoins fonciers même des personnes, des privés qui veulent poser les bases en matière de développement industriel ou ainsi de suite. Ça veut dire que les procédures qui avaient été mises sur pied, comme vous entendez ici et là, ne sont pas des procédures qui avantagent le propriétaire de la nation. Le propriétaire de la nation, c'est d'abord le peuple. Si l'État existe, c'est parce qu'il y a un peuple. Tout à fait. Ça veut dire que l'État ne peut pas, compte tenu de ses ambitions, sur soi la propriété naturelle foncière qui revient aux populations. On vous a dit tout à l'heure que l'État a trouvé les populations. Quand on regarde dans l'histoire, l'État est venu trouver les populations. Ça veut dire qu'il faut équilibrer le partage dans la réforme. C'est pour ça que le MRC, lui, dans le cadre de cette réforme de la politique nationale foncière, a pensé à organiser ce qu'on appelle les assises nationales du foncier. C'est-à-dire qu'il faut rentrer même dans les sociétés, dans nos sociétés de base. Parce que tout commence par les chefferies. La relation entre les chefferies et les différentes familles. Et c'est toute une procédure, c'est-à-dire qu'il faut un certain nombre de consensus et de débats ouverts pour que les populations se retrouvent protégées et puissent avoir une manœuvre importante dans la répartition de la ressource foncière. Et je vous ai parlé du cas de nos deux grandes villes, surtout le cas de la ville de Douala. Les grands projets pour Douala ne nécessitent plus qu'on ait un Douala tel que nous l'avons actuellement. Il y a la nécessité de décongestionner la ville de Douala pour que les problèmes fonciers qui font face à ce qu'on appelle la croissance urbaine puissent être dilués. Il faut à la limite inventer une ville dite futuriste qui sera une ville industrielle. Parce que Douala est aujourd'hui étouffé. Tout le monde a besoin d'espace. L'État a besoin d'espace. Tout le monde veut construire en ville. Tout le monde veut construire. Donc, c'est pour ça que dans d'autres pays, on transforme, on crée d'autres villes. Il faut créer une ville industrielle qui n'a rien à voir avec Douala aujourd'hui. Par exemple, il faut créer une ville financière. Comme ça, Douala peut rester avec deux fonctions parce que Douala est naturellement une ville portuaire. On ne peut pas faire le contraire. Mais je dis, il faut partir de là. Il faut projeter l'État ailleurs. Une autre ville ailleurs. Ça va nous permettre de résoudre ce nombre de problèmes fonciers qui se posent à Douala. Il y a eu un programme 2500. Il y avait un programme qu'on appelait le programme de drainage pluvial pour la ville de Douala. Il fallait déguerpir 2500 ménages. Vous voyez, voilà le projet de Douala. Douala ville durable. Il faut déguerpir 2500 ménages. Vous voyez que on ne peut pas prétendre bâtir une ville qui doit profiter aux populations. En même temps, rendre ces populations vulnérables, leur empêcher de vivre du confort que peut leur offrir la ville. Donc la politique de déguerpissement est une politique qui est fondée sur les gens qui sont fixés sur les mêmes villes. Il faut développer les villes, il faut les transformer, il faut les déporter ailleurs. Comme ça, les déguerpissements ne feront plus l'objet d'un menu, le menu préféré de notre administration aujourd'hui. Il faut regarder, même Yaoundé, il faut déguerpir à tout moment. Il faut déguerpir à tout moment. Et on vous a bien dit que c'est l'État qui trouve les populations implantées. Même quand nos fils sont en extension, c'est l'État qui part trouver que les populations sont déjà installées. On a déjà acheté le terrain. On a déjà construit, comme pour parler au quartier. Mais l'État arrive avec ses muscles. Je vais vous déguerpir. La route doit passer ici. C'est le problème que la section urbaine de l'autoroute dite Simalen, Yaoundé, Aoup, aujourd'hui, quand il faut regarder le volume de maisons qu'il faut déguerpir, partant du carrefour Ahala jusqu'à Warda. Mais je dis, c'est terrible. Le volume, regardez les maisons, c'est pas n'importe quelle maison, partant du carrefour Ahala actuellement,
jusqu'à Ouada. Regardez le nombre de maisons qu'il faut déguerpir en passant par Sam, en passant par Bobogo. Regardez, c'est-à-dire le volume des maisons, ce que l'État peut dépenser en déguerpissant ces maisons est même plus important que le corps du projet lui-même. Parce que c'est l'État qui a trouvé les gens installés. Donc des projets comme cela n'ont pas raison d'être dans une cité qui est déjà installée. Il faut créer d'autres cités. Merci beaucoup. La proposition de Willy Mengue est enregistrée. Il faut créer d'autres cités. Nous l'avons vu ailleurs. Oui. Nous l'avons vu en Côte d'Ivoire. En Égypte, actuellement, on a été le créer. Nous l'avons vu au Nigeria. Au Nigeria ici. On crée. Nous lisons quelques préoccupations de téléspectateurs qui insiste, dossier d'Icolo, il ne faut pas oublier la responsabilité du promoteur et de ses mandants. Ils doivent rendre gorge. Merci, c'est monsieur Timbe Njok qui envoie le message. Je voulais justement poser cette préoccupation. Nous avons parlé déjà là de la responsabilité de ces autorités administratives qui ont géré le dossier d'Icolo. On a félicité la justice. Oui. Entre-temps, quand même, le promoteur même du projet, est-ce que on devrait finalement le laisser comme ça? Lui-même ne devrait pas être inquiété. Est-ce que lui-même a suffisamment été honnête, le promoteur du projet? Moi, je pense que lorsque j'ai parlé de responsabilité de l'administration, j'y mets le promoteur du projet. Le promoteur du projet n'a pas les pouvoirs de déguerpir les populations. C'est clair. Ceux à qui il s'adresse, c'est l'administration. C'est l'administration. Voilà. C'est l'administration qui a donné une onction à sa demande. Et c'est l'administration qui a œuvré. Vous avez vu les vidéos qu'on a dû voir circuler dans les réseaux sociaux. Mais il y a un jeune commissaire qui criait sur les populations de manière violente et demandait aux gens, aux engins, de casser. Et d'écraser tout. J'ai vu. J'étais ahuri. J'ai vu une vieille maman d'un peu plus de 80 ans. L'administration et les personnes, les principaux intervenants doivent répondre clairement de leurs manquements. Très bien. Moi, je voulais dire, c'est-à-dire, en fait, le promoteur du projet n'a pas obligé l'administration à poser ces actes-là. Il a émis une demande qui doit être appréciée par les représentants de l'État. Vous comprenez? Et connaissant les contours, il n'avait pas la contrainte de céder de céder peut-être aux pressions du promoteur du projet. Moi, je crois qu'en matière de sanctions, face à ces actes graves-là, on se limiterait aux représentants de l'État. Ceux-là qui ont signé l'acte de déguerpissement, ceux-là qui ont considéré Dikolo Bali comme étant faisant partie d'utilité publique, ils doivent répondre de leurs actes parce qu'ils vont faire payer cher à l'État. Ils ont exposé même d'ailleurs l'État en exposant également les populations. Il leur revient, les responsables régionaux et les responsables départementaux dans le Vouri doivent répondre des actes. Et c'est une occasion magnifique pour les ministères concernés, c'est-à-dire le ministère du cadastre et le ministère de l'administration territoriale, de faire un toilettage et de remettre en ordre de bataille normale tous leurs agents qui sont impliqués dans la filouterie de procédures foncières, ainsi de suite. Il faut sévir à ce niveau-là pour que ça serve d'exemple. Parce qu'il y a plusieurs dossiers dans ce Cameroun qui rentrent dans ce cadre-là. C'est une occasion qu'il faut se saisir si l'État voudrait sortir blanc dans cette histoire. Et la justice a justement donné raison à l'État d'avoir une ascendance sur leurs représentants aujourd'hui. Parce que le droit a été droit à ce niveau. Merci. Autre préoccupation de téléspectateurs. Bonjour Perfecto et à tout ton plateau. Les communautés culturelles viennent avant l'État. Les populations de Yaoundé et Douala ont été expulsées de leurs terres par certains particuliers de l'État. Vraiment, c'est malheureux. C'est Brice Tchala depuis Amangui qui envoie le message. Autre préoccupation ce dimanche, vraiment, disons-nous la vérité. Vous savez comme le monde qu'il n'y a que 4 régions au Cameroun qui reçoivent et intègrent tout le monde chez elles. Le littoral en premier, le centre, le sud et l'est. L'ouest, c'est la région... je vais pas le lire,
Automatique, un réflexe, c'est un virus. Bon, nous allons sauter. On va sauter. On dirait que c'est ce que tu es venu, vous êtes venu lire ça. On va prendre un autre message. Bonjour et bon dimanche à toi, le sac de modérateur, et à tout ton panel. Moi, je pense que les Sawa doivent récupérer leurs terres. Ce n'est pas normal de satisfaire les intérêts d'un individu égoïste et laisser les autochtones sans abri. C'est vraiment grave. Et il faut arranger ce problème à temps pour éviter des conséquences. La terre est sacrée et nous devons faire très attention. Je propose à l'État de créer les capitales économiques et politiques dans d'autres régions du Cameroun pour libérer un peu Yaoundé et Douala et permettre aussi aux populations venant de tous les coins du pays d'aller aussi s'approprier des terres dans ces régions-là et ainsi de suite. C'est Yvan, le sénateur, qui envoie le message. Bonjour au plateau de la libre expression. Très belle émission. Un salut particulier à mon grand frère parfait Haïti. Pour ma part, je pense sincèrement qu'aucune personne physique ou morale ne peut manipuler l'État. Il est suffisamment constitué au point où rien ne peut l'influencer. Le gros problème dans les affaires foncières, c'est que beaucoup se limitent à la légitimité, c'est-à-dire nous sommes les premiers occupants et alors tout nous appartient. Or, quand on est légitimement propriétaire d'un terrain, il faut penser à la légalité, c'est-à-dire avoir un titre foncier, une immatriculation ou un certificat de propriété. Tous ceux qui ont été chassés des dicolos n'avaient rien pour réclamer leurs droits, à part qu'ils étaient là en premier. Et même s'ils récupèrent ces terres, s'ils ne cherchent pas à être légalement propriétaires, alors à tout moment on pourra les exproprier. Jean-Bruno Afan, Oyan, depuis Simbok à Yaoundé. Ils ont des titres fonciers. Ça a été vu. Maître, vous semblez ne pas être d'accord. Oui. Non, c'est... Alors, le fait de n'avoir pas un titre foncier, est-ce que cela signifie qu'en bon matin, on peut dire vous exproprier n'importe comment? C'est ce qui semble se vivre dans au quotidien niveau au Cameroun. Et nous qui pensons à la réforme foncière, estimons que ça ne devait pas être comme ça. Je continue de penser que des populations qui sont établies depuis des lustres ne devraient pas subir les affres, des longueurs de procédure et des lourdeurs financières pour avoir le titre de propriété d'un endroit où ils sont établis depuis des lustres. Ça, c'est une position... Est-ce que vous ne pensez pas que cela est fait à dessein? On sait justement que ces populations sont pauvres et même par moments misérables. On alourdit les procédures, il y a beaucoup d'argent à dépenser et on sait très bien que ces populations n'en pourront pas. Le bon matin, on vient et on arrache la terre. Ce serait grave. Ce serait aller à l'encontre même des prescriptions constitutionnelles. Parce que la protection des minorités, la protection des autochtones, est consacré par la Constitution. Et le fait de permettre aux populations, aux collectivités coutumières installées depuis des lustres sur des terres, d'accéder à la propriété foncière, devrait participer à la protection de ces personnes. Alors, si on alourdit les procédures, on renchérit les procédures, est-ce qu'on les protège? Est-ce qu'ils ne sont pas comment je peux dire? Ils sont mis dans une situation telle que le premier qui vient, parce qu'il parlera CFA, pourra, avec ce qu'on a vu au niveau des personnes, l'administration pas sérieuse, les populations pourraient se retrouver dans la rue. Merci beaucoup. J'ai vu Taïwo Kamge réagir tout à l'heure. Par rapport à l'intervention de notre ami du téléspectateur, il faut avoir un titre de propriété. Sinon, c'est pas... Mais attendez un peu. Est-ce que le fait de ne pas avoir de CNI veut dire que vous n'existez pas? Vous n'avez pas la CNI, mais vous existez. On ne peut pas vous contexter votre existence du fait que vous n'avez pas de CNI. Non. Je veux dire que c'est pas parce que vous n'avez pas un titre foncier sur une terre qui, par ailleurs, au demeurant, difficile à obtenir, qu'on va vous dire que ces terres-là ne vous appartiennent pas. Non. Alors que vos aïeux y habitaient. Il y a des tombes là. Il y a les tombes de vos aïeux. Le fait d'avoir mis les tombes, le fait d'avoir entretenu ces espaces-là, sont la preuve que vous allez les avoir mis en valeur et que ce sont vos terres. Sinon, si vous n'avez pas, on ne trouverait pas cela. La deuxième chose, c'est que je me dis que ça, c'est une suggestion, simplement, en ce qui concerne le problème de Dicolo, pour résoudre ce problème, pour que ça ne coûte pas cher à l'État, on peut simplement évaluer les terres, n'est-ce pas, qui sont là. Ça, il y aura certainement un montant qui va en découler.
Il dit, ok, on voit comment il s'appelle, le promoteur, n'est-ce pas, lui dit, écoute, tu n'as peut-être pas d'argent pour rembourser l'argent parce que c'est suffisamment lourd, mais en revanche, ces populations-là, vu comment dire, l'importance du projet, elles seront simplement actionnaires, n'est-ce pas? On calcule, elles sont actionnaires. Non. Parce que pourquoi ne pas les mettre actionnaires? Et ça leur fait des revenus, n'est-ce pas? Qui font qu'elles peuvent s'installer par ailleurs et être actionnées dans cet hôtel-là et avoir des revenus, c'est tout. Cher Taïou, ce projet même n'existe pas. Comment ça? Ce projet n'existe pas. On a vendu le vent? On a eu à un moment donné une réaction de la chaîne Marriott qui ne se reconnaissait pas dedans. Bien sûr. Donc c'est une frappe à ciel ouvert, quoi. Au départ, on a évoqué Hilton au début de ce projet. Après, on parle de Marriott. Un moment donné, on parle de Sheraton. Attendez, quel est ce projet qui change de maison mère à tous les coups? Ça veut dire qu'il y a quelque chose de pas clair. Donc le promoteur, j'ai dit, moi je n'en parle même pas. Parce qu'il ne pèse pas. Il ne pourra rien. Moi, je suis choqué de cette administration qui a fait preuve d'autant de manquements. Bien sûr. Merci. Autre préoccupation de téléspectateurs, bonjour et bon dimanche à tous. Si les Sawa ont récupéré leurs terres à Dikolo, à quand leurs indemnisations? C'est Marcel depuis Douala. Ouais. Il y a la procédure. Maître a dit, il y a une longue procédure. Je ne suis pas sûr que certains paraissent à leur vivant. Normalement, la procédure va être express parce que c'est un cas spécial. Ces populations sont en fait, en réalité, dispersées dans l'inconfort, dans l'insécurité. Moi, j'ai confiance donc, aux avocats de c'est une procédure qui doit être spéciale, donc express, pour que tout de suite ils rentrent dans leurs droits. J'ai confiance aux avocats de ces populations. Tout le problème sera quelle sera la réaction de l'administration face à ce que ces avocats vont leur présenter. C'est ça. L'espèce viendra de comment l'administration réagit. Pas du côté des populations qui sont bien conseillées aujourd'hui. On l'a vu. Bien sûr. Mais quelle sera la réaction de l'administration face à ces réclamations? Parce qu'elles vont être faites. Bien sûr. Si elles ne sont pas déjà. Autre préoccupation, c'est une pluie de préoccupations des téléspectateurs. Bonjour parfait et salut au panel, particulièrement Tayo Kamge et Willy Mungue, mentors respectivement en politique et en panafricanisme. Pour le thème, il est question de revoir avec acuité la problématique foncière au Cameroun. Les autochtones sont majoritairement misérables et deviennent vulnérables. L'argent et le pouvoir ne doivent pas être au centre de tout. C'est signé Eric Etundi. Il dit, tu reconnais sûrement le nom. Je vais chercher. Bon, c'est ce qu'il fallait dire globalement ce matin concernant l'affaire Dikolo du côté de Douala. On va continuer à suivre cette affaire avec grand intérêt. Pour l'heure, on va simplement d'abord féliciter la justice qui a dit le droit. Les informations que nous avions en notre possession font état de ce que ça n'a pas été facile pour cette justice-là. Trop d'influence et même des menaces. Donc bravo à ces magistrats qui ont rendu ces décisions de justice. C'est également la preuve de ce que lorsque la justice veut faire son travail, elle le fait. Nous prenons une transition. Voilà. Bon retour sur ce plateau de libre expression. C'est le grand débat de la semaine tous les dimanches entre 11h30 et 13h30 ce dimanche. En deuxième partie de ce programme, nous vous le disions en ouverture, nous marquons encore un arrêt pour évoquer la situation ayant trait au discours de haine et aux replis identitaires dans notre pays, le Cameroun. Je commence par Tayo Kamge. Tayo Kamge, ce n'est plus un secret. Le discours de haine semble s'enraciner. Les replis identitaires, n'en parlons plus. Au Cameroun, nous avons eu des sorties de certains membres du gouvernement, notamment le ministre de l'administration territoriale pour la Tanganyika, mais également René Emmanuel Sadi de la communication pour attirer l'attention des uns et des autres en fin de semaine. Nous avons également eu une note venant du secrétaire d'État à la Défense, Galax Etoga, qui haussait le ton, tout simplement pour la sensibilisation au niveau des populations. De manière générale, quel regard posez-vous sur ce nouveau phénomène au Cameroun? C'est vrai que le problème, après, a priori, on pourrait penser que c'est un problème juridique.
si on fait intervenir le représentant Paul Etora, le ministre de la gendarmerie. Galax Etora, pardon, excusez-moi. On pourrait penser que c'est un problème de communication, si on fait intervenir le ministre de la communication, ou que c'est un problème de la tête. Non, c'est simplement un problème économique. Ah bon? C'est un problème économique. Oh, c'est simple que ça? Les gens ont faim. C'est la pauvreté qui s'installe. Et dans la pauvreté a ceci de particulier qu'elle fabrique un imaginaire dans la tête des gens. Et c'est cet imaginaire-là qui se manifeste de cette manière-là. Entre nous, aller à un étage supérieur, ou au sommet où les gens s'entendent, on parle-t-on du tribalisme là-bas en haut? Non. Ils se partagent allègrement les revenus de l'État. Il n'y a pas de tribalisme là-bas. Quand il faut s'asseoir, je veux dire que l'entente est parfaite. Mais c'est au niveau des populations que la pauvreté s'étant installée. Les gens cherchent des voies et moyens, et le discours politique vient aider, n'est-ce pas, l'élite politique a trouvé un moyen, j'allais dire, de combler son incompétence à pouvoir donner du travail aux populations, et on vient leur dire, ou on leur fait comprendre que c'est à cause du voisin. Mais prenons un cas très simple. Ce Cameroun-ci a été bâti sur la force, ou par la force, des populations du centre, du sud, et je dirais du nord-ouest, en ce qui concerne le cacao, café, et bon, certainement aussi du Mungo. Le Cameroun a été bâti là-dessus. Ce sont ces paysans-là qui, grâce au cacao, ont fait entrer les devises au Cameroun. Et c'est grâce à ces devises-là que le Cameroun a pu construire un certain nombre de projets. Il se trouve donc que ces populations-là, qui ont travaillé ce cacao, qui ont fait que l'argent entre, n'ont rien reçu de l'État. L'État a bloqué, ou cette élite-là, a bloqué l'argent à Yaoundé pour construire ce qui correspond à leur niveau de vie. Alors que ceux qui apportent les devises au Cameroun, ceux qui apportent la richesse au Cameroun, ce sont les paysans. Ils n'ont rien reçu. Donc le problème, c'est l'élite qui a bouffé de l'argent, qui a bouffé cet argent à Yaoundé, qui a fait que les populations se sont devenues de plus en plus pauvres. Et maintenant, on vient leur dire, c'est le problème du voisin. Non, c'est un problème simplement que l'argent que les paysans ont travaillé ne leur est pas revenu. On aurait pu, dans le centre ou le sud, ou au nord-ouest, puisque ça explique en partie aussi la pauvreté explique aussi en partie le fait que les gens aient pris des armes au nord-ouest et au sud-ouest. Je disais donc que le fait que l'argent ne soit pas revenu là-bas, ça aurait pu revenir comment? Soit par des projets, en mettant des projets de transformation, des usines de transformation, des projets d'écoles ou de routes, n'est-ce pas? Ceci aurait permis aux populations de se prendre en charge par elles-mêmes et de se développer. N'est-ce pas? Mais puisqu'elles sont pauvres, l'élite politique ne leur ayant pas transmise, ne leur ayant pas fait que l'argent arrive, puisque c'était leur argent. Je veux dire que c'est l'argent du peuple, c'est le gars qui a cultivé son cacao, c'est l'argent lui appartient. Il n'est pas question qu'on bloque ça à Yaoundé, et après ça, les populations s'appauvrissent, et quand elles s'appauvrissent, on vient leur dire non, c'est le problème du voisin. Non, le voisin n'a rien à voir dans le problème. Alors, je vais bien comprendre, pour que nous soyons justement au même niveau de compréhension. On va faire simple. Vous pensez que ce n'est pas fondamentalement un problème politique, mais c'est une instrumentalisation d'ordre politique? C'est une instrumentalisation. En fait, c'est pour masquer les incompétences. Les gens n'ont pas pu vous donner du travail. Ils ont mangé, enfin, excusez-moi d'utiliser ce terme-là, comme on parle au quartier, ils ont retenu l'argent des paysans à Yaoundé. Donc maintenant, là, les populations n'ayant rien, il faut bien qu'on leur justifie quelque chose. Il faut bien qu'on leur donne vous accusez plutôt le politique. Pour moi, c'est le politique, c'est parce qu'ils n'ont pas donné. Bon, imaginons qu'est-ce qui s'est passé à Saint-Méléma. Le problème de Saint-Méléma, il y a eu une bagarre. Au départ, de combien parle-t-on? On parle de 500 francs. On parle de 500 francs. 500 francs, quoi? C'est quoi? C'est l'expression de la pauvreté. Bon, maintenant, qui descend sur le terrain pour aller justifier? On aurait pu penser que ce serait la police, la gendarmerie, pour aller... On voit le ministre des Finances. Mais ça veut dire que c'est un problème d'argent. C'est un problème de finances. Et effectivement... Non, écoutez-moi, s'il vous plaît. Le ministre des Finances, c'est un fils du quoi? Non, mais je veux dire que... Il n'est pas allé là-bas en tant que ministre des Finances. Puisque le problème,
c'est un problème financier. Les populations sont pauvres. Merci. Les populations sont pauvres. Il faut donc que ça peut paraître anecdotique de dire que non, comme c'est le ministre des Finances et du coin. Mais non, la réalité c'est que c'est un problème de 500 francs. 500 francs, c'est pas un problème économique. Merci, merci Tayo Kamgi. Vous avez été très direct dans le cadre de votre premier jet. Vous estimez qu'on est en train de vouloir manipuler la population. Monsieur Njek Nyemek Hans, je voudrais également avoir votre appréciation de la montée en puissance de la haine, des discours de haine, des reprises identitaires. Tayo Kamgi dit que le véritable problème est que les populations ont faim. Monsieur Parfa, ici, l'union des populations du Cameroun. Oui. Quand vous comprenez l'union, ça veut dire c'est un groupe de gens de divers horizons qui se sont unis pour bâtir un projet pour le Cameroun. Vous allez voir Ruben Oumniobe, Abel Kingé, Ernest Wandi, ils étaient nombreux. Chacun, il y a des gens de l'ouest, du nord-ouest, du sud-ouest. C'était une grande composante. Malheureusement, je vais vous dire quelque chose, c'est que les discours de haine ne datent pas d'aujourd'hui au Cameroun. Mais les courroies de transmission de ces discours de haine sont devenus très faciles et accessibles. Avec 100 francs, un jeune qui ne fait rien, qui est couché à la maison, là où je vais revenir sur le plan économique, qui ne fait rien, peut accéder à Facebook et écrire n'importe quoi sur les discours de haine. Mais là-dedans se cache un grand problème, c'est le problème foncier. Encore? Oui. Décidément. Le problème foncier même, c'est même la racine de ces discours de haine actuellement au Cameroun. C'est le problème foncier. Vous pensez que c'est lié? Très lié. Très lié. Parce que les gens, certaines classes de personnes ou bien dans certains coins du Cameroun ont eu l'impression que il y a un ravisseur qui a peut-être, à cause de ces millions, peut venir, comme on parlait de Djiko Lobali, peut venir détruire, s'accaparer des terres. Une personne qui vient s'accaparer peut-être 5 hectares comme à Djiko Lobali, on va regarder, les gens vont laisser le projet qu'il a ou bien les qui sont derrière, on va regarder la personne, on va dire il sort d'eux. Il est venu exproprier les. Voilà où j'attribue ces discours à l'État qui, il faut encadrer ces discours. Parce que on est en train de penser que c'est un peu de la blague, mais ça devient déjà très sérieux. Ça devient déjà très sérieux parce que je suis enseignant. À la base, je suis enseignant. Dans une salle de classe, on avait une notion qu'on appelait noter bien. NB. NB. Nota bene. Nota bene. Quand vous dites maintenant de nos jours NB, les enfants ont des déclarations terribles. Qu'est-ce qu'ils disent? Ils vont te dire nombre de boulots. Nombre de métiers. Oui, ça vient de là. On peut négliger ça. Quand c'est déjà dans une salle de classe, c'est dangereux. C'est dangereux. Donc l'État doit commencer à recadrer ça. Dans les programmes scolaires, je pense même qu'il faut insérer ça. Mais vous qui êtes enseignant, commencez donc justement dans votre salle de classe. Oui, on le fait. On le fait. Maintenant, je pense que le grand problème même, c'est les réseaux sociaux et les partis politiques, pour conclure ma prise de parole. Les partis politiques qui ont pris le volet anthropologique comme une force politique. Ça veut dire, les gens se cantonnent dans un département, ils ont un parti politique, pour bien avoir sa couche électorale, ils utilisent des questions, des propos, des propos, je veux dire quoi, tribalistes, ils encadrent leur parti avec leur tribu pour qu'ils aient l'électorat visé. Ils aient l'électorat visé. Quand vous regardez, je ne veux pas prendre la coloration. Oui, je vais chuter. On ne veut pas prendre la coloration de l'Assemblée nationale au Cameroun, en dehors du RDPC. Le reste des députés sont des députés des secteurs. Ça veut dire que quand il y a eu 3 députés dans un même coin, ailleurs il n'en a pas. Il n'en a même pas posé il n'y a même pas eu de candidats. L'homme politique
au Cameroun doit recadrer, pour moi, doit recadrer les militants. Parce que je pense qu'il n'y a plus l'école citoyenne dans les partis politiques où les jeunes de l'UPC, je vous prends un exemple, l'honorable Bapon nous dit toujours de se méfier de ces discours à travers des réseaux sociaux, les discours de haine à travers des réseaux sociaux. Les hommes politiques, chaque parti politique maintenant a un groupe médiatique, un groupe social où ils passent leur temps, toute leur journée à écrire. Regardez sur Facebook, vous allez voir que c'est une jeunesse bien ciblée. Une jeunesse bien ciblée sur les réseaux sociaux qui écrit du n'importe quoi. Ok, d'accord, c'est quoi? Oh là là, Taïou Kambi, vous n'êtes pas seul, hein? Willy et Daniel ne sont pas là pour le décor. Vraiment, quelques secondes. Non, je voulais dire que il faudrait par rapport à mon ami là qui vient de parler, oui. En fait, ce ne sont pas les leaders politiques, c'est le jeu, c'est le jeu politique, n'est-ce pas, qui fait que l'administration et l'État, par la manière, parce qu'on peut techniquement vous réduire à une partie, d'un point de vue électoral, on peut vous réduire à votre village. Parce que dès lors qu'on vous empêche d'aller battre campagne ailleurs, dès lors que vous n'avez pas les moyens d'aller battre campagne partout dans le territoire national, parce que l'État devrait permettre aux partis de le faire, parce qu'on est dans le cadre d'une construction d'un État, dès lors que ces moyens-là, qu'on vienne vous cantonner, et donc finalement, c'est quand même un hasard. Comme par hasard, les gens ne représentent que leur village, c'est pas possible. Et c'est bizarre quand même que dans certains villages ou dans certains espaces, on ne vote que les personnes qui sont originaires de là, c'est pas possible. Puisque nous savons que tous au village, il y a des gens qui ne sont jamais d'accord. Comment peut-on nous dire que dans un pays où les gens ne sont jamais d'accord dans un village, comme par hasard, ils ont voté cette personne-là? C'est pas possible. Merci. Willy Mengue, je vous amène à faire quelques constats. Hein. Je l'évoquais déjà d'entrée de jeu. On a suivi la sortie d'Atanganji, le ministre de l'administration territoriale dernièrement. Il était accompagné du ministre de la communication René Manuel Sadi. Il était également accompagné du président de la commission pour le bilinguisme et le multiculturalisme, l'ancien premier ministre Peter Mafani Mosongé. Il faut également dire quelques jours après, nous avons célébré la fête du 20 mai, synonyme de la fête de l'unité, mais cela n'a pas empêché que Sangminema puisse être en ébullition quelques jours simplement plus tard. Est-ce que c'est pas un indicateur qui démontre effectivement que ces personnes qui ont pris la parole là, la parole n'a pas porté? Je crois que le contexte que vous venez de citer nous permet de comprendre exactement de quoi il est question. Et puis, s'il y a même le mal en termes de division tribale, en termes de xénophobie, d'où ce mal peut venir le plus rapidement possible, pas seulement en parole, mais en acte. Nous parlons d'un Sangminema qui, il y a 2 ou 3 ans, s'est manifesté. On a eu les mêmes affrontements. Les mêmes affrontements. Pour les mêmes causes. C'est-à-dire, les étrangers qui sont arrivés ne sont pas perçus comme faisant partie des citoyens. Mais c'est des gens qui, à tout moment, doivent quitter. Ils doivent partir. C'est comme ça que l'on dit là-bas. Il faut comprendre que c'est 4 jours après la fête de l'unité nationale, 2 jours après le communiqué du ministre de l'administration territoriale avec le ministre de la communication, comme vous l'avez dit, c'est en ce temps-là que, à Sangminema, nous apprenons que du jour au lendemain, il y a des affrontements intercommunautaires. Boulou contre les Bamoun, Boulou contre les Bamileke. Il parle même qu'il y avait aussi les Saolepol, qu'on appelle les Aoussa. Bref, tous les étrangers doivent partir. Il y a les armes blanches qui défilent dans la ville. Il y a les groupes de personnes. Il y a des blessés. Il y a des blessés. Il y a les dégâts matériels. Il y a le pillage. Il y a ainsi de suite. Et un autre constat qu'il faut ajouter sur lequel, c'est que le même soir, en lieu et place peut-être du ministre de l'administration territoriale, ou enfin de lui, puisqu'il s'agit de lui, c'est lui qui est signataire de ce communiqué, on reçoit plutôt le ministre des Finances, qui vient en tant que fils
du terroir, du Djaïlobo. Vous avez un problème Il y a un problème. Sa présence. Il y a un problème. Il n'est pas allé là-bas comme ministre des Finances, mais justement, comme vous l'avez dit, comme fils du coin, pour aller parler à ses frères, pour qu'il y ait de la calmie. Où est-ce qu'il a... Nous l'empêchons pas. Il n'était même pas seul, hein? Il est aussi le ministre de la décentralisation et du développement local. Bien sûr, monsieur Nangobam, qui sont... Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en haut lieu, on connaît que le problème, les déclarations officielles, ou bien disons, le communiqué en question, qui vient à réprimander les discours haineux, ne peut pas avoir un impact. Le problème, c'est avec l'élite locale. Et pourquoi le problème, c'est avec l'élite locale? Parce que c'est à travers la même élite. C'est la même élite qui fait le parapluie de ceux qui sont promoteurs des divisions tribales et du discours haineux. Ah bon? C'est-à-dire, les promoteurs, les agents de promotion du discours haineux ont pour dossard et pour bouclier la même élite. Il faut comprendre. L'élite locale. L'élite locale. L'élite locale. Parce que si ces populations savaient que non, on ne peut pas être protégé, elles ne poseraient pas d'actes comme ce que nous avons l'habitude de constater dans cette même ville de Saint-Mélima. Moi, il faut poser notre préoccupation. Oui. On reste à Saint-Mélima. Alors, je ne sais pas si on doit revenir sur l'historique de l'affaire, mais toujours est-il que ce que nous avons suivi, et Tayo Kamga a commencé à le relever tout à l'heure, tout est parti d'une affaire d'un employé, son employeur, 500 francs que l'employé n'a pas remis à son employeur, et l'employeur a fait comprendre à cet employé qu'il devait tout simplement le ressentir d'une manière ou d'une autre. Et c'est une vieille affaire. L'employé est tombé malade. 2 ans plus tard, l'employé en question est décédé. L'employé qui était un gars boulot et l'employeur, M. Bamoun. Et lorsque l'employé boulot est décédé, selon les informations que nous avons eues, l'employeur Bamoun ne s'est pas caché pour exprimer sa joie. Et c'est à ce niveau, pour ne pas aller dans les détails, que les boulots se sont sentis tout simplement frustrés. Voilà l'histoire. Est-ce que cela ne nous amène pas à faire comprendre, Willy Mengue, vous gardez le microphone, que nous sommes tous des Camerounais, mais lorsque nous nous retrouvons dans certains endroits, si nous ne sommes pas autochtones, on devrait avoir une manière de fonctionner. Il faut respecter ce que nous sommes venus trouver. C'est pas vrai? Si Willy Mengue va maintenant vivre à Yabassi, c'est un exemple qui me vient en tête. Ouais. Est-ce que vous n'avez pas le droit de respecter les populations que vous avez trouvées à Yabassi? Nous respectons partout, on doit pas se retrouver, que ce soit dans l'arrière-pays, que ce soit en ville, on se respecte. Chacun a un droit de respect vis-à-vis de l'autre. Mais ce droit de respect ne doit pas diluer nos propres droits, puisque l'employeur, il est employeur. Vous comprenez que il réclamait un dû. Hein? Il réclamait un dû qu'on lui a pas restitué. 500 francs. Bon, oui, c'est symbolique. Pour 500 francs, un homme est mort. Non. Nous voyons pas cela sous cet aspect-là. C'est un sentiment d'injustice, vous voyez. Il y a un sentiment d'injustice. Parce que de l'autre côté, on n'a pas les propos que celui qu'on regrette aujourd'hui d'être, celui qui est mort. On n'a pas les mêmes propos qu'il avait formulés vis-à-vis de son employeur. On n'a pas ces propos-là, vous voyez. Mais au loin de là, je veux dire quoi? Je veux dire que, bien sûr, si vous permettez que je chute à l'un dans ce sens, c'est pour dire qu'en fait, on a un droit de respect. Nous tous. Mais nous, c'est quand nous sommes des autochtones. Hein, nous ne nous comportons pas avec une certaine arrogance vis-à-vis de ceux qui sont arrivés. Mais je veux dire que le débat est au-delà de ça. Hein, et nous avons voulu que le ministre, ce que nous voulons, c'est que le ministre de l'administration territoriale se saisisse de la situation de Saint-Mélima pour faire respecter les hautes instructions du chef de l'État qui voudrait d'une cohésion sociale. Nous devons faire le lit de l'unité nationale. Pour faire le lit de l'unité nationale, il est tout à fait normal que les foyers les plus en vue, qui n'est-ce pas, polluent l'atmosphère avec les discours haineux et les actes haineux, il faut sévir dans ces foyers-là. Et Saint-Mélima brille particulièrement, non pas par les discours, mais les actes de xénophobie. Parce qu'en 2 ou 3 ans, c'est la 2e fois. Ça veut dire qu'il faut se saisir, je vous dis, de cette situation-là
papier de droit. Je rappelle que vous êtes un garboul. Hein. J'ai parlé en patois parce que cela ne nous honore pas. Vous voyez, c'est nous-mêmes qui sommes les premiers à diluer ce que voudrait le chef de l'État, qui est notre papa et qui est notre grand-père. Hein? Il appelle à l'unité nationale. Nous fêtons l'unité nationale 4 jours. Et quelques jours après, nous on descend dans les rues avec les machettes, on ferme, et tout. Ça, c'est des comportements barbares. Les autres se moquent de nous. Hein? Ça veut dire qu'on aura déconstruit par notre comportement ce que lui-même, le président de la République, aura eu à construire. Donc l'exemple doit venir de Boulou. L'intégration nationale, la cohésion sociale, c'est nous-mêmes qui devons d'abord briller par le respect de ces principes-là. Merci beaucoup. C'est très bien hein, d'entendre un Boulou qui, sans aller du dos de la cuillère, est en train d'étiqueter ses frères boulot. Il leur dit ce que vous faites là n'est pas bien. C'est pas bon. Parce qu'on tenait notre image. Mais les gens nous guettent. Les gens nous guettent après. Parce que les boulots ne vont pas s'éterniser au pouvoir. Il faut comprendre. Par la suite, quelqu'un d'autre viendra. Ils vont nous dire que voilà comment vous nous avez traités. On va vous traiter. C'est ça. Voilà. Il faut se faire très attention avec ce cas de rassemblement. Parce que Boulot, ce n'est pas comme ça. Dans la banlieue du thème, ce n'est pas comme ça. Dans l'océan, ce n'est pas comme ça. C'est toujours ce rassemblement. Hein, qui termine les marches de Boulot en termes de xénophobie. Ce n'est pas moi je ne vis pas chez nous, je vis ailleurs. On sait que je suis un gars Boulot. Vous voyez, si arrivé là-bas, on me dit que c'est comme ça que vous nous traitez, on me fait la même chose. On va faire comment? Merci beaucoup. Je ne souhaite vraiment pas que vous viviez la même chose. Maître Daniel Bikaï, vous allez répondre directement à la question. Hein. Haine et replis identitaires. Comment y remédier? Alors, pour remédier, la première chose, l'absolue première chose, c'est un problème d'éducation. Oui. Un problème d'éducation. Nous avons perdu les repères des cours de morale, d'hygiène et autres gestion civique dans nos écoles. Comme nous avions à l'école primaire à l'époque. On a plus une notion de la construction de notre pays, c'est-à-dire l'histoire réelle de notre pays. L'histoire des migrations, l'histoire du déplacement des populations. On apprenait ça. Les Paouins, les femmes, bêtiers et autres. On savait comment ces populations sont venues, se sont installées. Quelles sont les populations qu'elles ont rencontrées. Quelles sont les populations qui sont venues vers elles. Comment ces personnes sont établies. Alors, il y a eu une césure entre ces éléments de base que nous avons connus pour certaines personnes d'un certain niveau d'âge aujourd'hui. Et depuis ce que j'appelle souvent une sorte de réforme hybride de l'éducation. Ça n'a aucun sens, cette réforme de l'éducation aujourd'hui. On se perd dedans. Les enfants aujourd'hui ne savent pas chanter l'hymne national à l'école primaire, à l'école maternelle. Moi, je me rappelle, à l'école primaire, quand on chantait l'hymne national, quel que soit là où tu passes, tu t'arrêtes. Vous arrêtez. Tu t'arrêtes. Respect de la nation. Respect de l'État. Ça commence là. Ça t'oblige à savoir que celui qui est à côté de toi est comme toi. Donc vous pouvez œuvrer ensemble, chacun avec son apport. Alors, si on échoue au niveau de l'éducation, aujourd'hui, ce qu'on voit, on sait c'est le saupoudrage des conséquences. On sait le saupoudrage pour la résolution des conséquences. Ce qui se passe à Sambéliba, est-ce que l'on peut se permettre de rentrer au fond des choses, rentrer à la base? Comment est née des situations qui amènent un tel à dire à un tel rentre chez toi? Comment c'est né? Quand cette personne, quand l'étranger, entre guillemets, arrivait, comment tu l'as accueilli? Comment tu l'as installé? Qu'est-ce que tu as pensé faire avec lui? Il est venu en disant que je repars. Il est venu en disant que je suis là pour toujours. Quand tu l'as reçu, tu as pensé qu'il doit repartir ou vous êtes ensemble. Ça, c'est au fond, c'est à la base. Si on n'arrive pas à comprendre ça, à régler ça, à intégrer et avoir un discours qui tienne de grands débats au niveau de nos communautés, avec les chefs de communauté, parce que heureusement, dans la plupart de nos villes, il y a des chefs de communauté, qu'on le veuille ou pas. Le repli identitaire, vous ne pouvez pas l'empêcher. Il ne faut pas qu'on se le arrête. Arrêtons l'utopie. Chacun sait d'où il est, à qui il appartient, où il appartient. C'est normal qu'il pense à lui. Lorsque vous tenez ce langage-là, on trouve que vous êtes tribaliste. Mais non!
le répit, mais chacun a une identité. Pourquoi vous refusez que chacun ait une identité? Entre justement que c'est un discours de haine que vous êtes en train de tenir là. non. Il faut savoir. Chacun a un chez lui. On dit que c'est un discours de haine. Savoir où je suis, un discours qui tribaliste. je suis, pour mieux accepter l'autre. Si je ne sais pas qui je suis, je n'ai pas l'outil pour accepter l'autre. Il faut que je puisse accepter l'autre. Il faut. C'est normal, puisque j'ai besoin de l'autre. Mais Maître Bikaï, J'ai besoin de l'autre. L'ordre gouvernant voudrait que nous parlions en ces termes qui voudraient que J'ai chaque besoin. Camerounais est à l'aise partout au Cameroun et il est chez lui. Ce que je dis ne change pas ce que vous dites. Ce que je veux dire, c'est que je suis obligé de vivre avec d'autres. Je suis obligé d'être avec d'autres. Mais pour que je sache comment je suis bien avec l'autre, je dois me connaître moi-même. Je dois me connaître moi-même. Et j'ai dit que si on ne met pas sur la table de notre éducation toute la connaissance sur les migrations des populations, sur le déplacement des populations, sur la rencontre des populations, si on ne met pas sur la table nos cours de morale, d'instruction civique dès la base, on ne va pas bien se connaître et on aura des problèmes pour accepter l'autre. Merci beaucoup. Avant de repasser la parole à Tayo Kamgi, plusieurs préoccupations de téléspectateurs une fois de plus. On va lire quelques-unes. Bonjour Perfecto, je suis Georges Elumba. Je tiens à rappeler à Monsieur Mengue qu'il n'y a pas plus hospitalier que le boulot. Il faut juste rappeler à nos frères des autres régions de bien se comporter quand ils arrivent chez les autres. Autre message ce dimanche. Bonjour le plateau. Je m'excuse de ce qu'on parlait seulement de l'administration. Figurez-vous qu'il y a un monsieur qui a acheté un cimetière à Douala, à la cité Sikam. La suite, vous la connaissez. L'acheteur doit être poursuivi puisqu'il n'y avait pas d'ol en la marchandise. Mbombor Bilonk Bikak, je vous ai envoyé mon livre, Le néo-esclavagisme africain. Mbombor, moi je n'ai pas encore reçu votre livre, hein. Peut-être que vous allez peut-être m'appeler, me dire par qui le livre est passé. Et continue en disant, bonjour le plateau, repli identitaire sort du problème foncier, l'arbre qui cache la forêt. Ma première épouse est Babimbi, non long, la deuxième est Yambassa. Mon premier fils a une fille de l'Est, le deuxième une Anglo-Sawa, le troisième une Bafan. Ce n'est pas une chimère, mais de mes propres enfants. Les gens qui parlent d'eux, qu'est-ce qui s'est passé avec les Bamoun et les Tikar? Pourquoi moi, Bilon, fils de Kak, je vous demande de me dire pourquoi ces chercheurs de terrain n'ont pas fait autant de bruit. Bombor Bilon Bikak, j'allais oublier mon grand garçon. Je vous ai envoyé mon livre, Le néo-esclavagisme africain. Je ne l'ai pas encore eu. Un autre message. Une fois de plus, je vous adresse mes salutations. Libre Expression est la plus belle émission d'Afrique centrale. Bravo le sac de modérateur. Merci. Moi, je pense que pour remédier aux haines et replis identitaires dans notre pays, il faut donner aux populations la nourriture, la bonne eau potable, la bonne qualité de l'électricité, la création des emplois. Il faut également punir avec dernière énergie la corruption. Il faut arranger le problème foncier au centre, au sud et littoral du pays. Il faut revoir le statut particulier des enseignants au Cameroun parce qu'un enseignant qui a faim est plus dangereux qu'un bataillon d'intervention militaire. C'est Yvan le sénateur. Autre message ce dimanche. Il faut impérativement changer ce système. Voilà sa suggestion. Une autre préoccupation, belle analyse, monsieur Tayo Kamge. Voilà pour la quintessence de l'explication plausible des discours de haine et de jalousie, et même calomnieux. Je constate que les invités spécialistes des questions du genre n'ont pas été conviés aujourd'hui. C'est une dame, ça. Merci pour votre message. C'est vrai que je connais pas ces invités, hein. Autre message ce jour. Une pensée à maître Jeanne Dibongue, avocate qui a porté cette bataille et qui en est morte. Le téléspectateur veut parler de l'affaire d'Ikolo. Oui, maître Jean Dibongue était un des conseils des familles. Elle est décédée il y a quelques temps. On va l'inhumer le week-end du 9
juin à Douala. Autre message, vous souhaiterez que le promoteur soit sanctionné. Pourquoi? Or, il devrait ressortir perdant. Vous devriez voir plutôt ce que l'État et donc tous les responsables chez qui il se serait acquitté des nécessaires pour entrer en position de ces terres. Vous posez des questions auxquelles vous seul avez des réponses. Je remarque que vos valeureux invités habituels n'ont pas été conviés à votre messe, et surtout à ce sujet. Sado depuis Yaoundé. Je sais pas de quoi vous parlez. Vraiment. Moi, j'ai des nouveaux invités presque tous les jours. Bonjour à tous. Permettez-moi juste de préciser qu'une plainte aura été déposée contre les autorités administratives intuiti personae. L'État doit protéger les peuples minoritaires car ils ont ratifié la convention de l'UNESCO d'ailleurs. Il est temps que des peuples en voie de disparition comme les Pygmées, les Mbororo, les Douala, les Invents pensent à porter plainte aux Nations Unies. Merci. Tayo Kamge voulait absolument prendre la parole. Non, je vous la donne. Oui, je voulais rebondir sur ce qu'a dit Maître Bikaï tout à l'heure en Oui. ce qui concerne l'éducation, qui expliquerait aussi, parce que c'est un problème, j'allais dire, multicause. Oui, tout à Tu fait. vois, le multicause, le tribalisme. Un des problèmes également, c'est le problème de l'éducation. L'absence d'un contenu d'éducation qui participe à un projet de société, intégrateur. Ce n'est pas de dire les mots. On veut l'unité nationale, non. Il y a une construction idéologique qui doit se mettre en place. Donc, et pour construire et établir une construction idéologique qui soit conséquente, il faudrait que, dans les cas d'enseignement, et c'est pour ça que Cheikh Anta Diop est intéressant à ce niveau-là, de parler d'abord des migrations et l'occupation des territoires. Quand on va parler d'occupation des territoires, nous allons voir que les villages dont nous pensons que nous sommes originaires, nous ne sommes pas nécessairement là. Moi, je suis par exemple, moi, on me dit que je suis de Bayangam. Mais en faisant un peu la généalogie, je me rends compte qu'il y a cette génération, mes ancêtres venaient plutôt de Bangou. Et quand j'ai des coutumes à faire, il y a des coutumes que je dois aller faire à Bangou. Parce qu'on me dit que c'est là-bas que le cordon de mes ancêtres sont plantés. Oh, si je vais à Bangou... Alors, le fait que vous nous racontiez ce que vous êtes en train de raconter là, c'est-à-dire pour faire un certain nombre de rites, vous devez aller à Bangou. Est-ce que c'est pas symbolique? C'est symbolique, ça veut dire que c'est là où je viens, n'est-ce pas? Cela signifie que chacun d'abord a un chez soi. Non, chacun a un chez soi. Il faut pas annoncer. Mais maintenant... Parce que j'ai appris que lorsqu'on le dit, on dit que vous êtes tribaliste. Non. Dès lors, vous avez chacun a des œuvres. On vient de quelque part. Mais je veux dire que le fait de penser que je ne peux pas dire je suis Bayangam, alors qu'en fait, ce n'est que c'est une identité provisoire. Mes ancêtres viennent de Bangou. Oh, quand vous irez même à Bangou, vous verrez qu'ils ne sont pas nés là-bas. Il n'y a pas un peuple qui soit né depuis la nuit des temps et qui est grandi sur le même sol. C'est pas possible. Il y a des peuples qui ont migré. Donc, si on enseigne déjà les migrations dans le cadre de l'éducation nationale, ça changerait la bonne chose. Maintenant, l'unité culturelle. Parce qu'en fait, en réalité, il n'y a pas de différence entre un Bassa, un Bamileke de Wundo et je sais pas, un gars du Nord. L'unité culturelle, la même. Parfois, même au niveau des langues, nous parlons la même chose. Je prends souvent un exemple, parce qu'il faut dire que moi, j'ai une particularité que je suis né à Evoudoula. En 1966. Mon père y était sous-préfet. Donc, je connais pas pratiquement pas. Je vais à l'ouest parce qu'on me dit que c'est là-bas et que j'ai les rites à faire. J'ai grandi, paradoxalement, à Sambelima. Alors, la première fois que je suis allé à l'école primaire, je suis allé à côté de la maison du sous-préfet. C'était une nouvelle école à cette année-là, en 72. Après 72, suivant toujours mon père, je me suis retrouvé à Mbalmayo. J'ai grandi dans une partie à Mbalmayo. Je suis venu à Yaoundé. Et par la suite, pour aller faire ma classe de 6e, 5e et 4e, je suis rentré à Mbalmayo. Autrement dit, je comprends plus, d'un point de vue de la compréhension des langues, je comprends mieux une langue béti que ma langue. Excusez-moi, la question quoi? sera tendancieuse. Vous qui avez vécu à Sambelima, Oui. comment avez-vous trouvé les populations autochtones? Il n'y avait aucun problème. Elles sont hospitalières. Il n'y a pas de problème à Sambelima, puisque de toutes les façons, la femme qui est chez moi aujourd'hui, sa maman est de Sambelima. Même si elle-même est de l'EC, parce qu'on parle par rapport au père, mais il n'y avait pas de problème. C'est pour ça que je vous dis que c'était un problème de famine. Il y a un problème d'abord d'éducation, comme on a souligné. Il y a un problème de famine. De moyens financiers, vous ne pouvez pas faire l'unité nationale. Vous ne pouvez pas faire l'unité nationale avec quelqu'un qui n'a pas mangé. Et vous avez mangé, lui n'a pas mangé. De quelle unité nationale parle-t-on? Mais il y a une chose. Mais maintenant, qu'on se dise la vérité.
l'Afrique, depuis qu'elle est Afrique, depuis que c'est une terre africaine, il y a eu toujours eu des multicultures, ça a toujours été multiculturel et multiethnique. Et depuis la nuit des temps, que vous remontez à l'Égypte antique, ça a été un État fédéral. Ça veut dire qu'il y avait d'abord en Égypte antique, il y avait 14, on parle de 14 ou parfois 24 selon les écrits, tribus qui ont constitué l'Empire d'Égypte. Et il y avait le nord et le sud qui se sont réunis pour faire l'Égypte. Après, il y a eu l'Empire du Ghana. Or, l'Empire du Ghana, l'Empire du Mali, l'Empire de Songhai, de Monomotapa, et tout ça. Ça a toujours été des tribus qui se sont agrégées pour faire l'Empire. Et donc, ça veut dire que, grammaticalement, nos cultures savent comment agréger et jouer à vivre avec les personnes qu'on dirait, entre parenthèses, étrangères. À Yaoundé, quand on arrivait à Yaoundé, quand on vous reprend l'histoire, quand quelqu'un arrivait à Yaoundé, s'il arrive, il vient de Douala, ou de, je sais pas, n'importe quel village, les gens de Yaoundé, devraient aller l'accueillir, aller lui donner un espace. Tous ses frères qui viendraient, n'est-ce pas, iraient à côté de lui, et donc ainsi de suite. Mais maintenant, puis-je continuer à gérer la cité et que les autochtones ne se sentent même pas étrangers chez eux? Chaque communauté envoyait un représentant à la chefferie Ewondo de Yaoundé. Et ensemble, ils décidaient de ce qu'ils allaient faire, puisque l'enjeu, c'était le bonheur de tous. Ce n'était pas l'enjeu, c'était pas le bonheur d'une personne. Donc, du coup, si dans votre communauté, il y avait un désordre, il y avait quelqu'un qui est un voleur, par exemple, votre chef, quand il viendrait ici, on lui dirait, mon frère, nous, on ne connaît pas, il faut que tu t'arranges pour qu'il n'y ait plus de désordre des gens venant de chez toi. Donc, du coup, la communauté faisait la police elle-même. Il n'y avait pas de voleurs. Est-ce qu'il y avait les prisons en Afrique? Il n'y a pas de prison. Vous pensez qu'on gérait les prisons comment? Vous pensez qu'on gérait les désordres comment? Vous pensez que les tribus étaient gérées comment? Ça, toujours, les tribus ont toujours existé. Elles ont toujours participé et évolué. Et en pomme, les peuples se constituent à un moment et se séparent à un autre. Il y a les Bétis il y a les Boulous ou les Bétis qui sont ici. Il y en a d'autres au Congo. Il y en a d'autres machins. Mais parfois, pourquoi? À un moment, ils étaient ensemble. À un moment, ils se sont séparés. Donc, il n'y a pas de tribu pure. Effectivement. Il n'y a pas de tribu pure. Donc, on arrête cet imaginaire de nous faire croire que l'identité est culturelle, elle est ponctuelle. Aujourd'hui, nous sommes Camerounais. Demain matin, pour une raison autre, on peut se retrouver dans un ensemble beaucoup plus grand ou beaucoup plus petit. Ça dépend des conjectures, des situations politiques et économiques, n'est-ce pas, dans l'évolution de l'homme. Il n'y a pas une tribu qui soit pure. Merci, ça a l'air de toute une plaidoirie de Tayou Kamgui. Je vais passer la parole à Njek Nyemek Hans. Alors, lorsque vous observez quand même, depuis un certain temps, nous parlions tout à l'heure des réseaux sociaux, je pense que la situation est de plus en plus préoccupante de ce côté-là. Lorsque vous écoutez également certains médias, vous avez également la nette impression que la situation est préoccupante. Il y a même déjà certains leaders d'opinion qui sont entrés dans la danse. J'écoutais une haute personnalité il y a quelques jours parlant justement de ces discours de haine et maintenant de ces reprises identitaires. C'était en enfant. La haute personnalité faisait comprendre que ce qui se passe au niveau de ces strates que je viens d'énumérer plus haut n'est pas à prendre à la légère, c'est un construit. Et si tel est le cas, que doit faire de manière très claire le gouvernement au-delà de certaines sorties médiatiques de certaines hautes personnalités? Ok, avant de vous répondre directement, je vais dire à mon ami Willy Meng que je travaille à Samedima. C'est mon lieu de service. Ah, d'accord. Je n'ai jamais eu un problème là-bas. Les populations sont extrêmement hospitalières. J'ai vu des Bamoun, grands propriétaires, à Djoum, à Mintom, un peu de partout, des grands boutiquiers, le système de transport même d'ailleurs contrôlé par eux, il n'y a pas un problème là-bas. Et je veux qu'on dissocie les actes des individus à leur communauté. Et oui, il faut le noter. Donc, Samélima, M. Willy Menge, si c'est le chevou, je suis à l'aise là-bas, ça fait 4 ans.
aucun problème. Vous avez appris femme, c'est sûr. Les filles sont d'ailleurs gentilles. Malheureusement, j'ai eu la chance là-bas. Ma femme est de l'Ouest. Ma femme est de l'Ouest. Si vous n'avez pas encore de femme, c'est sûr que vous aurez une femme à Saint-Léman. Bon, pour répondre à la question directement des réseaux sociaux, c'est mon domaine de formation. Je pense que la population n'a pas été assez éduquée pour attaquer la chose des réseaux sociaux. Même des médias, on voit il y a une prolifération des médias non contrôlés. C'est pas trop. L'utilisation des réseaux sociaux au Cameroun n'a pas d'arbitre. C'est un désordre. C'est un désordre. Ça n'a pas d'arbitre. Tout le monde peut pondre du n'importe quoi et n'importe comment. Je pense que le ministère des Postes et Télécoms ou bien l'ANTIC, Agence nationale des technologies et de l'information et de la communication. Bref, on doit penser à une police des réseaux sociaux qui est chargée de capter ou bien d'enregistrer ces personnes. Ailleurs, je voudrais vous dire que ça se fait. Hein. Oui. Moi, j'ai fait un tour en Chine. C'est extrêmement contrôlé, les réseaux sociaux de ce côté-là. Pour ne prendre que ce cas, cela signifie que c'est faisable ici au Cameroun. Et même, vous avez pris l'exemple de l'Antique, qui travaille bien lorsqu'elle le veut. La preuve en est que certains se sont amusés, par exemple, à salir certaines hautes personnalités à tort. Nous allons prendre l'exemple du maire, du célèbre maire de Mbalmayo, M. Zamba. Vous savez ce qui avait été dit à son endroit au niveau des réseaux sociaux. 2 semaines plus tard, l'Antique a mis la main sur le bonhomme qui avait envoyé, qui était à l'origine de ces images et de ces écrits. Et le bonhomme a fait la prison. Voilà. Donc l'Antique travaille quand elle veut. Une question de volonté politique. Donc, la nouvelle génération au niveau des lycées, on est en train de faire un travail de base. On demande à l'État de renforcer les programmes pour l'utilisation des TIC parce que les programmes informatiques qu'on donnait avant, il n'y avait pas l'utilisation des réseaux sociaux. On a inséré. Bon, c'est encore un peu léger. Il faut commencer le travail dès les classes de 6e. On commence à éduquer comment utiliser les réseaux sociaux. Le code d'éthique même. Qu'est-ce qu'on peut envoyer? Qu'est-ce qu'on peut poster? Qu'est-ce qu'on ne peut pas poster? Et je pense que le travail est profond. Moi, j'ai une assurance. J'ai une assurance pour les déclarations que les gens font partout avec le tribalisme qui monte. C'est que la matérialisation n'est pas... Elle ne rime pas avec les discours sur les réseaux sociaux. Ça veut dire quand vous venez sur le terrain, vous voyez des Camerounais, la jeunesse camerounaise on n'identifie plus un Camerounais à sa communauté. Moi, j'ai des enfants qui s'appellent Demano. Tu vas le classer. Pourtant, c'est un noble bassa de Bioura. Il s'appelle Demano. Donc, je ne sais pas. Sur le terrain, il y a des mariages intercommunautaires qui se célèbrent chaque jour à Douala et à Yaoundé. Et je pense que c'est la première solution. Qu'est-ce qui fait donc problème? Je vous l'ai dit aujourd'hui, le problème au Cameroun, sur les discours de haine et tout, pour moi, ce sont des problèmes fonciers. L'étoile de facilité. Ce sont des problèmes fonciers. Quand peut-être, j'ai vu un arrondissement, pour ne pas aller loin, à Amintom. Amintom. Après Djoum. Oui, après Djoum. On attribue les terres aux personnes qui en ont besoin. On attribue. Je vois le sous-préfet, je dis, je veux construire. Et on vous donne un terrain. Il y a une procédure, ça ne coûte même pas cher, c'est léger. Je vois le sous-préfet, il me donne un terrain et je construis là-bas. Je deviens un fils de là. C'est le terrain des populations. Et pourtant, c'est le terrain des populations. Ça peut créer des petits choses. Il faut que l'État donne la chance aux communautés d'avoir facilement ce qu'on appelle titre foncier. Parce que quand vous allez prendre un terrain, peut-être chez moi, on va vous dire que je veux faire une exploitation agricole, peut-être de 10 hectares. On va me demander de venir avec l'abandon coutumier. Mon chef ne peut plus signer actuellement l'abandon coutumier. Je vais me référer à qui? Au sous-préfet, à qui? Il y a même le ministre des Domaines qui a fait comprendre que ce que vous appelez là l'abandon des droits coutumiers n'a aucune valeur juridique. Voilà. Je voulais réagir sur 2-3 choses. Les réseaux sociaux, je pense que nous en faisons un peu trop. Ouais. Nous donnons trop de valeur à quelque chose qui a un impact très minime. Quel est le niveau de pénétration des TIC au Cameroun?
À quel niveau, à quel pourcentage on le situe? Combien de personnes? 7% à À peine. 7%. C'est nul. Ça veut dire que ce n'est pas ça qui On pose ne peut problème. quand même pas dire que c'est nul, hein, parce qu'au Je niveau relativise, quand même des grandes je relativise, agglomérations, je au niveau des relativise. grandes agglomérations quand même, Relativise. et cette pénétration Voilà. ne cesse d'aller crescendo Oui, et avec un effet réel un impact sur le terrain. C'est 7%, monsieur Pafa ici. 7% comme on dit. Vous voulez donc dire que, bon, ce ne sont pas les réseaux sociaux le problème, c'est quoi le Non, problème? le problème, c'est ceux qui donnent de la valeur ou qui poussent un peu plus à avoir un écho de ce qui est considéré comme discours de haine. Je m'explique. Le discours de haine au quartier, les échanges au quartier peuvent se résoudre parfois par le chef de quartier, chef de bloc et autres. Mais lorsque certaines personnes, et cela, je n'ai pas peur de le dire, j'interpelle les politiques. Lorsque certaines personnes surfent sur ces discours, que ce soit par les élites, personnes interposées, je ne suis pas très loin de penser que ce qu'il a dit n'est pas rien du tout. Ces élites qu'on utilise pile ou face, ça dépend des intérêts. Bien sûr. Ces personnes surfent sur ces discours, instrumentalisent les personnes, utilisent ce qu'on a vu dans un réseau social, qu'au village, personne n'est au courant, ben on va dire que nous on a vu, on a lu. Donc c'est l'utilisation, l'instrumentalisation et l'écho qu'on donne à certains propos qui va constituer le discours de haine. Parce qu'au départ, ça peut être un échange banal, c'est vrai choquant, avec des termes peu élogieux, même peu orthodoxes. Mais l'écho qu'on va en faire va s'élargir et aura un impact. Fort heureusement, pour le moment, ça reste encore une entreprise des individus de manière privée, de certaines personnes qui surfent sur la politique et autres, politique politicienne, hein, parce que pour moi, ce n'est pas la politique en tant que telle. Et, fort heureusement, je disais, l'État essaye, autant que faire se peut, de jouer aux propagateurs de paix, de jouer une sorte de gendarme. L'État propagateur de paix, nous sommes d'accord, mais Oui. sur le terrain, est-ce que cet État ne devrait pas briller par un certain nombre d'actes? Alors, je veux... Tant qu'il y aura la montée en puissance du chômage, Mais tant je vais qu'il y arriver aura la montée en puissance Mais tout à fait. des Il y a coupures d'électricité, ensemble il n'y a pas d'agrégats. de l'eau, les gens ont faim. L'État- Est-ce que cette litanie d'obstacles-là ne peut pas également être de nature à faire en sorte que les Camerounais aient les nerfs à fleur de peau? Oui, absolument. Absolument. Et lorsqu'il faut résoudre ce genre de problème, lorsqu'il faut prendre le taureau par les cornes, on vous crée comme d'habitude une grosse commission bilinguisme, multiculturalisme. Sur le terrain, nous ne voyons rien. Rien. Ils ont un parc Mais ils ont un automobile plan près de jet. ils ont un parc automobile près de 40 véhicules qui sont en train de pourrir sur place. Je ne sais pas à quoi ça sert. Quel est le rôle de cette Des commission? véhicules de 100 millions. À quoi ça sert? Donc, au lieu de Est-ce prendre le taureau par les que, cornes, est-ce que le fait de mettre sur pied ce genre de commission, bilinguisme et multiculturalisme, avec un parc d'automobiles effroyable, un budget énorme, est-ce que ce n'est justement pas de nature à énerver les Camerounais? ben oui. Parce que tout cet argent aurait pu permettre de mettre sur pied un programme Et d'assistance d'employer des jeunes. et d'aide pour les populations des communautés au niveau de San Minima, au niveau de Bangou, au niveau des ECA et autres. Oui, pour les permettre d'être des auto-entrepreneurs, pour les permettre d'avoir accès aux services de base, éducation, eau potable, santé, pour permettre d'avoir des voies de communication. Lorsque la majorité des Camerounais seraient employés, peut-être on n'aura même plus de temps pour aller insulter quelqu'un sur les Mais réseaux bien sûr, sociaux. quand un employé, on est occupé. On est occupé. Quand l'employé est occupé, on pense à soi, à sa santé, à son bonheur, on fait du sport. On va aller insulter les On gens. ne peut pas. Alors, on n'occupe personne. On a faim, on a soif, on n'a pas d'eau, on n'a pas d'électricité. Ce matin, j'ai connu une coupure d'électricité, une coupure d'eau de 2 heures de temps. C'est normal. Il fallait se laver avec des bouteilles d'eau. Voilà. Merci, Willy Mung. En 2 minutes, hein, nous allons progressivement à la fin de ce programme. Alors, il y a votre ami d'en face qui vous a
cloué au pilori là tout à l'heure, hein, en disant que lui vit à Saint-Louis depuis 4 ans, il n'a jamais vu un peuple aussi hospitalier. Bien sûr, dans l'ensemble, les Fambeti sont hospitaliers. C'est même d'ailleurs une référence dans notre histoire. Nous sommes ouverts. Les Fambeti qui occupent la région de l'Est, la région du Centre, la région du Sud, c'est des peuples hospitaliers. À l'époque même, quand on se baladait dans nos villages, on prenait une banane qui est déjà mieux, on accrochait. C'était si tout le monde qui passe peut il peut prendre. Il y a encore la possibilité de développer ce phénomène. Je n'ai pas dit que c'est le contraire. Sauf que de temps en temps, il y en a qui sont manipulés et qui pensent que la meilleure barrière qu'on puisse, n'est-ce pas, présenter à ceux qui veulent venir investir chez nous, c'est la xénophobie. Il faut comprendre, il y a un problème de fond là. Et ça, c'est peut-être, je vais parler comme ce sont mes frères. C'est moi-même là. C'est-à-dire, il y a le dynamisme des communautés. Nous devons comprendre que la concurrence économique impose certaines réalités. Quand vous passez, prenez le cas, arrivant en Kolafendek, qui est vers Moyomessi, à 9h, les enfants boivent le har. En Kolafendek, c'est vers Djoum. En Kolafendek, entre Moyomessi et Djoum, c'est la même route. Kolafendek, à 9h, les enfants boivent le har. Allez à Komde et Koumdoum. Ils boivent le matin à 9h pendant que les gens sont au travail. Ce sont pas tous les enfants. Non, c'est pour ça. Qui boivent à 9h. C'est pas il y a également des enfants ils sont dynamiques. Ici. Monsieur Aïssi, il y a une exigence. Nous devons, nous Fambeti, nous devons rejoindre la dynamique économique. Nous devons travailler dur pour que les opportunités socio-économiques qui sont chez nous ne puissent pas être occupées par ce qu'on appelle aujourd'hui les halogènes. Parce que quand ils viennent, ils trouvent les vides. Chez moi, à Comde, le soudeur métallique, c'est qui? C'est un gros fil qui vient ouvrir un atelier de soudure. Parce que tu peux quitter à Comde pour aller souder maintenant. Tu vas pas aller, aller souder, aller faire la soudure métallique. Un gros fil trouve qui a un espace vide, un terrain, une opportunité vide. Il va l'occuper. Vous comprenez, non? Il faut que notre jeunesse Fambeti, n'est-ce pas, intègre le dynamique, la dynamique économique. C'est comme nous devons travailler durement pour qu'on ne vienne pas. Non, c'est très important. C'est pas pour stigmatiser, c'est pour susciter le sentiment là. Nous devons sortir de notre sommeil, rejoindre la dynamique économique. Nous prenons la dernière ligne droite de ce programme. Le fait majeur de la semaine nous amène du côté des DEA où un accident de la circulation s'est encore produit. C'était vendredi dernier. On parle de 19 morts sur le carreau, parmi lesquels 18 d'une même famille. Ces personnes se rendaient à un enterrement du côté des ECA où elles avaient perdu une maman, une tante, bref, une membre de la famille. Pour l'instant, on peut parler des erreurs humaines, mais il y a également eu une autre thèse qui fait état de ce que la maman qui devait être enterrée, Aizeka avait eu à prononcer des dernières paroles disant qu'elle ne voulait pas qu'on aille l'enterrer à Ezeka. Et malheureusement, ce pire s'est produit. Un car Yass qui a pratiquement été rendu en bouillie et des corps déchiquetés au niveau justement du bitume. Je vais d'abord passer la parole à Tayo Okamge. De plus en plus des accidents de la circulation qui ne cessent d'enlever nos prochains pour l'au-delà. Votre commentaire rapide. Disons qu'on n'a pas, il faut quand on regarde les accidents, c'est vrai qu'il y a une partie humaine, mais il y a aussi une partie de la qualité des routes. Hein. La qualité des routes est déplorable. Je veux dire que cet axe-là, souvenez-vous, on nous avait dit que c'était un axe lourd. Quand on était plus jeune, on nous avait dit qu'on avait donné les dimensions pour une autoroute. Bon, maintenant, ce qu'il y a à regarder, ce que ça représente comme espace, et regarder aussi la qualité des voitures, parce qu'il est quand même inadmissible qu'un pays donne pour horizon, j'allais dire, de développement à sa population, que d'acheter d'acheter les poubelles des autres. Parce que nous avons ici des voitures, mais qui en fait sont des poubelles, parce qu'elles sont jetées, et donc, les conséquences, nous voyons un peu. Maître Daniel Bikaï, accident de la circulation grave, qui a justement fait en sorte que le ministre des Transports, Jean-Ernest Masséna Ngalébibé, puisse justement se rendre sur les lieux. Une mort est une mort de trop, quelle que soit l'origine. Les accidents font très mal,
par rapport aux dégâts matériels, mais par rapport aux pertes en vie humaine. Et comme le disait Taïou, il y a deux grands problèmes dans notre sécurité routière. C'est la qualité des infrastructures et la qualité du mobilier routier, des voitures. Mais n'oubliez quand même pas voitures également la et responsabilité des hommes, conducteurs. des hommes, ça c'est vrai. Et beaucoup de nos conducteurs ont d'une inconscience à nul autre des pareil. permis de déplacement de véhicules, mais pas les permis de conduire. Conduire veut dire connaître les codes, connaître la signalité routière et tout. Très bien. Mais ils déplacent des véhicules, tout ça pas conduire. Niamey Hans, cet accident fait suite à cet autre accident que nous avons connu du côté du Grand Nord avec touristique. 15 morts avec Garoua-Boulaye, 15 morts sur le carreau, cette fois-ci 19 morts en espace seulement de 3 semaines. Ça fait un peu trop. Oui, c'est un peu trop parce que, bon, pour les gens qui maîtrisent bien la route Douala-Yaoundé, je ne peux pas appeler sa route parce que pour moi, c'est du bitume qu'on a mis pour éviter de la bouffe. Parce que c'est déplorable. C'est tout sauf une route. Oui, c'est tout sauf une route. Le chauffeur, à un moment, peut être bon, mais l'état de la route est... C'est pas des comment. trous partout. Des trous partout, il faut esquiver. Le temps que vous esquivez, un camion vient, il ne maîtrise pas bien son frein et tout. Donc ça peut arriver à tout moment. Le pire peut se produire. Et je pense avec la saison des pluies, la route glisse, un peu d'imprudence, on peut avoir des cas similaires. Donc j'appelle à l'attention de tous les chauffeurs qui empruntent cette route. Willy Menge, vous ne croyez pas tellement à la thèse mystique, c'est-à-dire la maman qui devait être enterrée à Ezeka a dit qu'elle ne voulait pas être enterrée de ce côté, mais nous sommes entêtés à aller l'enterrer de ce côté et il y a eu cette catastrophe. Cette thèse n'est pas à prendre aussi au sérieux. Je crois que nous sommes en Afrique, hein, et en Afrique, vraiment, je crois que si les morts ne sont pas morts, c'est beaucoup plus en Afrique qu'on doit considérer que les morts ne sont pas morts. Ça veut dire qu'il faut quand même respecter les volontés d'un corps. C'est-à-dire, si ce que nous entendons là s'avère fondé, ça veut dire que la famille n'a pas respecté la volonté de et vous allez constater que le cercueil n'a presque rien eu. Bien sûr, alors que le cercueil s'est déplacé partant de la comment on appelle ça, de la IAS, hein, oui. Hein, pour le sol. Non, c'est même d'abord dans le camion, la cabine du camion. C'est-à-dire le cercueil est resté intact. Quasiment intact. Pendant qu'on a 19 personnes qui sont en train d'être... Ça nous amène quand même nous interroger. Les interrogations vont dans ce sens-là. Bon, il est bien vrai qu'on parle d'une collision frontale. Bon, on ne peut pas aussi exclure le manque... L'excès de vitesse. L'excès de vitesse. Voilà, parce que collision frontale, ça veut dire la responsabilité des chauffeurs. Hein, le niveau de vitesse, et on sait que nos routes ne sont pas bonnes. Il faut quand même de temps en temps observer ces aspects-là. On ne peut que regretter. 19 plus, ça fait 20 personnes qu'ils vont enterrer. De toutes les façons, Info TV adresse ses sincères condoléances à toutes ces familles éprouvées. Merci à Ndjek Niamey Hans, qui est de la jeunesse de l'UPC et qui est donc enseignant du côté de Saint-Mélima. Merci à Taïou Kamngi, qui est promoteur de plusieurs entreprises, mais également panafricaniste dans l'âme. Merci à Willy Menge, qui est homme politique et soutient les idéaux du MRC. Merci à Daniel Bikaï. Il est un homme de droit. Il est avocat au barreau du Cameroun. Vous allez retrouver la première diffusion de ce programme tout à l'heure à 17h. La deuxième rediffusion interviendra ce soir à partir de 21h. N'oubliez surtout pas, dans une trentaine de minutes, vous allez retrouver votre programme à caractère de détente dimanche VIP sur Info TV. Tout en vous souhaitant une bonne fin de semaine, je vous pose néanmoins une question. Avec tout ceci, que faites-vous encore ailleurs?